Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'Hugo, maître chien et chef du groupe cynotechnique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Avec sa chienne retraitée Isis et son chien en activité Ramsès, Hugo joue un rôle crucial dans les missions de sauvetage et de recherche. Il nous partage son quotidien entre rigueur, entraînement et moments forts avec ses fidèles compagnons. Installe-toi confortablement et découvre l'univers fascinant des interventions d'urgence avec un maître chien au cœur de l'action. Je te souhaite une bonne écoute sur WAF. Bonjour Hugo. Bonjour Cécile. Pour commencer, peux-tu te présenter brièvement ? Je m'appelle Hugo, je suis sergent-chef au sein du groupe cynotechnique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Depuis 10 ans, je suis conducteur cynotechnique et depuis 15 ans, je suis sapeur-pompier de Paris. Voilà, on rentre en tant que sapeur-pompier et ensuite on prend une Spécialité, c'est ça. Spécialité. Tout à fait. Donc je suis rentré pompier de Paris en 2009, j'ai fait quelques années dans des casernes où j'ai fait des interventions régulières, génériques comme on pourrait les dire, et ensuite j'ai décidé de me spécialiser et je suis devenu maître chien, conducteur cynotechnique au sein de la BSPP en 2015. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir conducteur cynotechnique au sein de la BSPP, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ? J'ai un profil un petit peu atypique, c'est-à-dire que moi je suis devenu sapeur-pompier pour devenir maître chien. C'est-à-dire que la fibre de sapeur-pompier, partir en ambulance, faire des feux, des accidents de la circulation, oui en effet c'était mon profil de carrière et mon souhait, mais moi je suis rentré chez les pompiers de Paris pour devenir maître chien. Oui, tu es rentré avec cette optique-là. Exactement. D'accord. Quand j'ai fini l'école, on m'a demandé où est-ce que je voulais aller. J'ai dit que je voulais aller avec les chiens et on m'a dit non, tu vas d'abord aller en caserne, tu vas d'abord faire tes années de service dans des ambulances, dans des fourgons d'incendie et ensuite, si tu peux, s'il y a de la place, si tu réussis les concours et que tu arrives à faire la différence, là, peut-être tu pourras devenir maître chien. D'accord, c'est le processus pour rentrer dans une équipe, c'est comme ça que l'on dit, ou dans une équipe, ou dans un groupe, oui, c'est ça. Dans un groupe cynotechnique, c'est le processus. C'est exactement ça. Donc, pour pouvoir devenir maître chien chez les pompiers de Paris, il faut au minimum avoir fait 3 ans dans une caserne et au maximum une dizaine d'années, parce qu'après, le cursus militaire nous empêche d'aller aussi loin. D'accord. Mais il y a des concours internes pour valider, justement, pour rentrer dans ce groupe cynotechnique ? Oui, il y a un concours qui est organisé par la BSPP, par les pompiers de Paris. D'accord. Organisé par les maîtres chiens. On faisait le recrutement dont je suis le responsable avec mes officiers, avec mes collègues. On va devoir sélectionner des candidats et c'est 2 places pour 9 prétendants. C'est ça. D'accord. Alors, tu vas les juger, entre guillemets, ou les sélectionner sur des épreuves physiques. Quels sont les types d'épreuves ? Comment se fait la sélection ? On a plusieurs types d'épreuves et la principale chose qu'on veut avoir chez ces candidats-là, c'est qu'ils sachent où ils tombent. Devenir maître chien, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle spécialité, c'est un engagement de tous les jours. On travaille avec du vivant. Nous sommes l'une des seules unités militaires à pouvoir ramener des chiens à domicile, donc vivre toute l'année avec eux, et ce n'est pas rien. À l'inverse d'un de mes collègues qui, oui, toute l'année va devoir travailler, réviser, connaître ses règlements et ses procédures, mais une fois qu'il rentre chez lui, il range son casque dans un placard et son travail est fini. Nous, on n'a pas de placard pour nos chiens. Les chiens, ils arrivent à domicile et donc c'est un investissement de tous les jours. Et ça, c'est la principale chose qu'on vient tester chez ces personnes-là, c'est de les alerter, de leur dire « attention ». Tu ne viens pas n'importe où. Et en fonction de ça, on va tester, alors le physique, la culture générale cynotechnique, l'investissement, la motivation, la capacité d'entraide. Mais au final, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les pompiers, c'est la fibre du corps. D'accord. Donc, alors, on va dire quoi ? L'amour du chien ? Vraiment, c'est ça ? Alors, l'amour, oui, évidemment, mais tout d'abord, la motivation. La motivation. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a un processus à suivre pour... Alors, ce sont des pompiers à la base, si j'ai bien compris, obligatoirement des pompiers. Oui, c'est obligatoirement des pompiers, donc ils font depuis quelques années des interventions génériques et ils ont décidé de se spécialiser. On a ce qu'on appelle une bourse emploi, c'est-à-dire un fichier qui nous permet de postuler et qui nous permet d'émettre notre volontariat pour pouvoir faire les sélections cynotechniques. On a d'abord un filtre
RH qui est fait au niveau de nos supérieurs. Donc, ressources humaines. Voilà, ressources humaines qui permet de dire oui, non, tu rentres dans les prérequis pour. Et là, il y a déjà un filtre assez important. Alors, le prérequis, tu en parlais, c'est juste avoir un certain nombre au sein des pompiers ou il y a d'autres prérequis? Alors, il y a les prérequis de service, c'est-à-dire qu'il y a au minimum 3 ans de service et au maximum 10 ans. Il faut avoir une aptitude médicale irréprochable parce qu'on part sur intervention. Et ensuite, en fonction du poste qu'on occupe, des fois, on peut pas partir plus tôt que prévu. Mais est-ce qu'il faut avoir un chien, par exemple? Alors non. Ah non, pas du tout. Non, il faut pas nécessairement avoir un chien, déjà parce que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sélectionne et fournit le chien. Ah, donc même si tu as un chien, à la limite, je vais pas dire que c'est un handicap, mais de toute façon, tu ne travailleras pas avec lui. On ne travaillera pas avec lui. Non. Le chien de famille reste un chien de famille, même si c'est un chien qui potentiellement a été débourré à certaines spécialités, que ce soit dans notre cursus ou non. Le chien, lui, est vraiment un chien qui n'a pas été sélectionné et formé par la BSPP. Donc, et vous sélectionnez les chiens et vous les formez. Voilà. Donc, ça sera un chien spécifique. C'est ça. On les sélectionne, on les teste, on les budgétise, on les forme, on les brevette et on les met à leur retraite. On fait tout depuis le début jusqu'à la fin. Et ce sont des chiens qui viennent d'élevage, qui viennent d'où? C'est les chiens Alors, on en a qui viennent d'élevage, mais on a aussi qui viennent des différentes associations comme la SPA, par exemple. On a des chiens de refuge. Oui, des chiens de refuge qui sont venus directement de là-bas. On a des chiens de particuliers aussi, des personnes qui s'aperçoivent qu'un berger belge malinois, ça se dresse pas comme certains autres chiens de famille et qui, au bout de quelques mois, sont un peu débordés par le chien, qui, par relation interposée, nous contactent et il s'avère qu'on recrute des chiens comme ça. Et donc, on en parlera tout à l'heure, mais c'est l'histoire de ma vieille chienne qui est issue d'une famille qui, malheureusement, pouvait pas s'en occuper. Tu veux en parler maintenant, Hugo? Oui, pourquoi pas, oui. Donc, Isis a été recrutée comme ça. Donc, Philippe et Agnès avaient Isis, une berger belge malinoise de moins d'1 an à ce moment-là, qui a été offert à Philippe par son père. Et au bout de quelques mois, ils se sont aperçus que Isis était une chienne pétillante, énergique, qui avait besoin... Malinoise. Voilà, une malinoise dans toute sa splendeur. Et malheureusement, Philippe était handicapé. Donc, Philippe, je parle au passé parce qu'il a rejoint un autre monde maintenant. Voilà. Et donc Philippe a été handicapé moteur et est tombé plusieurs fois à cause du jeu un peu brutal d'Isis et appelé mes collègues sapeurs-pompiers pour venir le relever parce que pour l'aider. Il était tombé au sol et blessé et donc obligé de le relever. C'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois et au bout d'un certain temps, Philippe, en relation avec mes collègues qui étaient sur intervention pour le relever, on a gentiment demandé s'il n'y avait pas une brigade, un groupe, quelqu'un qui pouvait s'en occuper et il s'avère que la personne qui était dans l'engin à ce moment-là avait contact avec le groupe. Donc mes collègues se sont déplacés, ont récupéré Isis et l'ont mise en test et il s'avère qu'elle avait tous les prérequis pour devenir un gros potentiel. Voilà, un gros potentiel. Isis m'a été affectée en 2015. Et donc, on a commencé à travailler ensemble et Philippe et Agnès m'ont toujours suivi et ont toujours suivi Isis du début jusqu'à la fin. C'est une belle histoire. Voilà. J'ai un très très bon contact encore avec Agnès et Philippe de là où il nous regarde. C'est une très très belle histoire, très touchante et du coup, c'était gagnant pour tout le monde. Ce sont le type de chiens que j'appelle, entre guillemets, des erreurs de casting. En fait, des chiens qui sont formidables mais qui ne sont pas adaptés à la vie de famille, et c'est ce qui s'est passé pour Isis. Exactement, Isis a été adaptée à la vie de famille une fois que ses besoins de travail ont été comblés. Voilà. Et pour les fois où Isis a repartagé des moments de vie avec Philippe et Agnès, ça s'est toujours très bien passé. Ils avaient un amour inconditionnel pour cette chienne et ils préféraient s'en séparer et me la confier. Et j'ai fait partie du casting aussi. Il n'était pas question de la confier à n'importe qui. Et Isis a été comblée au niveau de son travail et donc moi, quand je l'ai intégrée dans ma famille, ça s'est très bien passé. C'est une chienne qui a toujours été très très stable et qui aujourd'hui vit sa meilleure retraite. Et elle a 11 ans, si je ne me trompe aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui elle a 11 ans. Oui. Donc elle est retraitée. Elle est retraitée, c'est ça. Donc tu peux nous dire le processus un peu pour retraiter un chien ou tu préfères en parler plus loin dans l'interview? Oui, on peut en parler plus loin, mais après, en gros, Isis, elle est retraitée depuis 3 ans. Donc moi, j'ai recruté Ramsès, son successeur. Alors t'es très égyptienne quand même, Hugo. Oui, l'Égypte antique, c'est quelque chose, les dieux, les pharaons, la déesse égyptienne, le pharaon Ramsès. C'est ça. D'accord. C'est ça, et donc Isis est à la retraite
retraite uniquement Ouais. depuis que j'ai recruté mon jeune chien Ramsès. Parce que D'accord. comme ça me permet toujours de partir en intervention. Avec un chien en activité. Exactement. Mais comment ça se passe pour Isis? C'est pas compliqué pour la chienne? Comment est-ce que tu vois déjà qu'elle va être à la retraite? Est-ce qu'il y a un âge où on dit à tel âge le chien est retraité? Ou est-ce que ce sont les capacités du chien qui font qu'il va être à la retraite? Et comment elle le vit? Parce que c'était quand même une chienne de travail. Exactement. Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre de travail, le paramètre comportemental du chien et aussi le paramètre vétérinaire qui est à prendre en compte. D'accord. Le premier paramètre qui généralement arrête un chien, c'est le paramètre vétérinaire. Parce que un chien de travail qui est stable et qui a été formé pour, il n'a jamais envie d'arrêter de travailler, voire même on est obligé de le ménager. Ouais. Et donc là, c'est une gestion sur intervention lors des interventions. Et le paramètre vétérinaire est celui qui vient nous stopper le plus rapidement possible. Ah ouais. Parce que là, c'est le cas que j'avais avec Isis, une arthrose, un début de spondylarthrite ankylosante. Donc forcément, là, le vétérinaire, il m'a dit, écoutez, là, il va peut-être falloir penser à mettre le chien à la retraite. Donc généralement, sauf avis vétérinaire entre-temps, mais généralement, on recrute un jeune chien vers les 7 ans d'âge du vieux chien. Ah, du chien en activité. Voilà. Pour qu'une transition se fasse progressivement. C'est ça. D'accord. On a environ 1 an et demi à 3 ans de formation avec les jeunes chiens, ce qui fait que lorsque le jeune chien est breveté, on arrive sur les 9-10 ans d'âge du vieux chien qui peut partir à la retraite. Du coup, effectivement, à la retraite. Voilà. Et donc Isis, elle est à la retraite depuis maintenant, 2 ans et demi. Ouais. Et elle le vit très très bien. Alors, je lui fais encore quelques exercices de recherche, je lui fais chercher sa balle, je lui fais chercher des fois des copains dans une forêt, décorrélés de tout engagement physiquement éprouvant pour elle, parce que elle a quand même mérité de faire ça c'est vrai. doucement. Et aujourd'hui, moi, j'ai une vie qui me permet malheureusement pas d'accueillir ma chienne dans ma vie professionnelle encore aujourd'hui. Et donc, je l'ai placée dans une famille d'accueil qui est la tante de ma fille, donc mon ex-belle-sœur, qui s'occupe très très bien d'Isis. Donc, Isis vit sa meilleure vie de retraitée sur le canapé avec sa balle à disposition toute l'année. Et quand j'en parle avec elle, c'est une chienne qui est encore pétillante. Et mon ex-belle-sœur s'occupe très très bien d'elle en jouant avec elle parce qu'elle a encore des besoins, hein, malgré bien sûr, son grand c'est âge. 11 ans. Tu as toujours des nouvelles, du coup, Bien sûr. effectivement. Et tous les chiens retraités de la BSPP, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, finissent, entre guillemets, en famille. Ils peuvent rester chez le conducteur, sinon, technique. Ils peuvent, ou parfois, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres options? Alors, la procédure veut qu'on demande toujours l'autorisation à nos patrons de nous céder notre vieux chien, parce que notre vieux chien ne nous appartient pas sur le papier. Ah, voilà, c'est ça. Alors, les chiens n'appartiennent pas au conducteur. Alors, je suis le seul utilisateur du chien, c'est mon équipier. D'accord. Je travaillais avec Isis et Isis travaillait avec moi, il n'y avait pas d'échange possible. Par contre, sur le papier, le chien appartient à la préfecture de police. Ah, d'accord. Il est militaire ou sapeur-pompier au même titre que nous. D'accord. Et donc, quand j'ai décidé de mettre Isis à la retraite, j'ai fait une demande qui a été accordée par les différents patrons. Et au final, j'ai réussi à replacer Isis dans une famille d'accueil parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de la gérer au niveau de mon emploi du temps. Mais sinon, tu aurais pu... Enfin, mais voilà, et c'est très bien puisqu'elle vit sa meilleure vie, comme tu dis. Donc, de toute façon, exactement. C'est parfait. Mais le chien ne vous appartient pas. Il n'est pas à votre nom. Il est au nom de la préfecture de police. C'est exactement ça. Et toutes les demandes de cession de chiens ont toujours été acceptées. Et donc là, je l'ai placé dans une famille d'accueil, mais j'ai certains de mes collègues qui l'ont gardé chez eux et qui vivent la retraite de leur chien à domicile. Parce que pour eux, dans leur cas, cela est possible. C'est ça. Ce qui n'est pas. Mais Ramsès, alors du coup, lui, il vient chez toi, par contre. Tout à fait. Ramsès, il vient chez moi. Donc là, aujourd'hui, pendant qu'on enregistre ce podcast, je suis de garde. Et donc Ramsès est de garde aussi. Et quand je suis repos, il est repos aussi. Quand je suis en vacances, il est en vacances aussi. On vit notre vie au même rythme que le cycle de garde qu'on peut avoir dans le travail. C'est vraiment le binôme, quoi. C'est ça. Indissociable. Indissociable. Oui, d'accord. Ben, je suis contente d'avoir des nouvelles aussi bonnes d'Isis. Ça fait très plaisir. Pour en revenir à ton parcours, Hugo, est-ce que tu as connu dans ton parcours des moments de doute? Oui. Ah, et tu as continué. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer et quels sont ces moments de doute que tu as connus? Les moments de doute, on les vit quasiment tous les jours quand on se lève ce matin en se disant comment je vais faire pour réussir à.
je vais penser à l'exercice et je vais penser à mon chien. Et oui, mais la dernière fois, il a fait ci et puis il a fait ça. Et moi, j'ai cette petite particularité aussi d'être éducateur canin spécialisé pompier avec ma qualité de signe 3. Donc, je vais penser aussi aux chiens du groupe, à mes collègues. Et puis ce chien-là, il m'a fait ça la dernière fois. Pourquoi ? Et au final, c'est une perpétuelle remise en question. Tout le temps. Donc, le terme doute est peut-être un peu fort. Il est peut-être, voilà, je oui, vis pas, remise en question peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, d'accord. des doutes, non, j'en ai jamais eu. Parce que j'ai toujours été confiant de mes chiens et confiant de l'engagement dans lequel j'étais, en toute humilité, bien sûr. Par contre, des remises en question perpétuelles. Remise en question. Tout le temps. Mais tu arrives à dormir quand même, rassure-moi. Oui, bien sûr. Bon, il y a des fois, il y a des nuits blanches, parce qu'on se gratte la tête pour essayer de trouver une solution et savoir comment on va faire pour s'en sortir. Mais j'ai jamais eu de doute sur ce que je faisais ou comment je voulais faire. Alors on parle de quoi ? De vocation, oui, une vocation. Oui, complètement. C'est réellement, dans ton cas, c'est un métier passion. C'est un métier passion. C'est ça. D'accord, super. Et tu peux nous expliquer quelles sont les missions les plus courantes d'un conducteur ou de ton groupe cynotechnique au sein de la BSPP ? Quelles sont les missions les plus courantes ? Alors déjà, ce qu'il faut, c'est recentrer la fonction de conducteur cynotechnique au sein de la BSPP. Donc la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est divisée en 6 groupements. Il y a 3 groupements qui font des interventions génériques, donc le secours à victimes, l'assistance à la personne, les incendies, les accidents de circulation, tout ce qui est la mission du sapeur-pompier. Il y en a 3 qui divisent le secteur de la BSPP en 3 parties. Ensuite, il y a mon groupement où il y a les spécialistes avec les conducteurs cynotechniques, les plongeurs, les interventions en milieu périlleux, le sauvetage des blêments, nucléaire, donc là, radiologique. C'est le grimpe en l'occurrence, c'est ça ? Voilà, le grimpe, c'est ça, qui est intervention en hauteur, en profondeur. Voilà. On va avoir le recherche-sauvetage en milieu urbain. USAR. Les USAR, c'est ça. Et après, toutes les autres spécialités qui se mettent en appui de ces 3 premiers groupements. Mais toi, là, le groupe Cyno, c'est ce qu'on appelle canine ? Oui, c'est ça, c'est du jargon, c'est le thème canine, c'est ça, okay, c'est ça, tout d'accord. à fait. Et donc, le groupement des appuis et de secours, dans lequel je fais partie, oui. est en appui pour le secours qui est en intervention première. D'accord, donc tu peux expliquer. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pompiers génériques, du tronc commun, qui sont sur intervention. Et nous, en tant que conducteurs cynotechniques, mais comme mes homologues du GRIMP ou du RSMU, vont intervenir en appui de ces pompiers-là. Oui, d'accord. Et donc, la recherche cynotechnique, celle que je fais avec mes chiens, c'est qu'une toute petite partie de la mission de sapeur-pompier qu'on va avoir, par exemple, lors d'un effondrement, lors de la recherche d'une victime potentielle en forêt, en bâtiment, dans des carrières et ainsi de suite. Parce que cette mission, elle est regroupée avec tous les autres outils du sapeur-pompier. Oui, c'est ça, partenaire, ou outils. C'est ça. D'accord. Et donc, dans ma spécialité, on a la spécialité de recherche de victimes avec les chiens. Et sans utiliser les chiens, on a aussi la petite partie, mais qui est la plus grosse partie de nos interventions, c'est la gestion du risque animalier sur les 4 départements de la petite couronne parisienne. Tu peux expliquer ça un Voilà, petit peu, donc nous, on a 2 missions, donc la recherche de victimes avec nos chiens, et sans les chiens, on capture les animaux dangereux, et on fait aussi tout ce qui est secours aux animaux blessés, s'il y a une urgence, et s'il n'y a pas de propriétaire sur place. Alors, tu peux développer, Hugo, s'il te plaît, parce que ça m'intrigue beaucoup, et je pense que ça va intriguer nos auditeurs. Alors, quand tu parles d'animaux blessés, tu parles de chiens, de chats, de nacs, de quoi ? De tout. Tous les animaux qui sont sur notre secteur de compétences sont pris en charge par nos soins lorsqu'il y a une urgence animalière et lorsqu'il n'y a pas de propriétaire. C'est-à-dire que je vais te donner l'exemple la plus récurrente des interventions que nous faisons. Donc, c'est pour les chats, c'est la majeure partie de nos interventions. On a beaucoup de chats où il y a des propriétaires sur place et le chat se fait, par exemple, écraser par une voiture ou a une patte blessée ou tombe d'un certain étage. Là, le propriétaire va gérer son animal. Il va le prendre, il le met dans sa caisse à chat, il l'emmène chez le vétérinaire qui fait les soins nécessaires. Mais si ce chat-là, le propriétaire, il n'est pas là. Ou si il n'a pas de propriétaire, parce que c'est un animal errant qui s'est fait percuter et qu'il y a une urgence. Attention, nous, on s'occupe pas de la divagation. On s'occupe de l'urgence animalière. Ce petit chat, il a besoin de soins, il a besoin de secours. Et donc là, c'est la mission sapeur-pompier. Et donc, pour la BSPP. Donc on fait des chats, on fait des chiens, on fait aussi des nacs, comme tu dis, l'été notamment, des couleuvres qui se retrouvent coincées dans des tas de bois. C'est ce que j'allais te demander. Alors, t'aurais l'exemple d'animaux un peu atypiques, enfin en tout cas peu communs comme chiens et chats, des missions sur lesquelles tu as été appelé ? Oui, alors après on a fait il y a quelque temps des tortues qui se retrouvent égarées dans les souterrains de la RATP, donc du réseau
réseau de métro parisien, tout simplement parce que c'était un marché sûrement très clandestin qui a jeté la tortue et on s'est retrouvé avec une tortue serpentine sur les quais de métro. On s'est retrouvé avec des serpents venimeux ou non qui sont dans des habitations, des parcs de stationnement couverts ou même dans des voitures où des fois des gens se retrouvent avec un serpent dans leur voiture. On s'est retrouvé avec donc le cas typique aussi des araignées tropicales où au final c'est une hôtesse de l'air qui est revenue d'un pays je ne sais pas lequel, exotique, un pays exotique, voilà, et qui dans sa valise a ramené une araignée et quand sans le savoir, c'est ça, l'araignée s'est faufilée, elle trouvait qu'elle était bien dans sa valise avec l'uniforme, voilà. Et donc quand elle a ouvert la valise, elle s'est retrouvée avec une araignée un peu exotique, mais qui n'était pas tout à fait à son goût. Exactement. Donc là, c'est des interventions qui sont quand même très très rares. Voilà, là on parle, c'est les plus cocasses, mais c'est quand même très très rare. Mais alors il faut quand même une formation spécifique pour ça. Alors aujourd'hui, pour l'instant, on est en train de structurer ce type de formation-là parce que au niveau de la BSPP, c'est une formation qui se fait sur le terrain et en relation avec les vétérinaires. Aujourd'hui, on va avoir une formation diplômante et cadrée, et on est encore de construction avec le vétérinaire en chef de cette formation-là, oui, en effet. D'accord, c'est en cours en fait. Enfin, pour la structuration est en train de se faire. Voilà, la formation existe, mais la structuration est en train de se faire encore aujourd'hui. D'accord, c'est passionnant. Et donc ça, c'est vraiment une spécialité de la BSPP, pour alors, le coup. Certains départements en France ont cette spécialité-là, avec des sapeurs-pompiers qui sont formés et qui le font. Nous, la spécificité que nous avons, c'est que nous faisons que ça. C'est-à-dire que je ne fais plus d'ambulance, je ne pars plus pour feu, je ne fais plus d'accident de voiture. Voilà. Je fais la gestion du risque animalier et la recherche cynotechnique. Voilà, contrairement à d'autres brigades, c'est comme ça que l'on peut dire. Oui, ou casernes, où parfois ils sont pompiers avant tout et peuvent intervenir sans chien. Toi, tu ne peux pas. C'est où tu interviens avec ton chien ou dans le risque animalier. Voilà, alors c'est pas que je ne peux pas, c'est que la brigade a décidé de spécialiser ses sapeurs-pompiers et donc de manière à avoir une compétence, je fais 100% de mon travail dans cette spécialité-là. Dans cette dans cette direction. C'est ça. Pardon. D'accord, ok. Tu pourrais nous décrire une journée de travail type, un petit peu, avec ton chien partenaire, avec Ramsès, du coup. Donc, une journée type chez le sapeur-pompier de Paris et un conducteur cynotechnique, mais nous avons exactement le même rythme que nos homologues en caserne. À 7h45, rassemblement des troupes. On donne les consignes, les ordres qu'on peut avoir venant du dessus, venant du dessous, ce qu'on a à faire pour la vie en général, la vie en communauté de la caserne, mais aussi des impératifs de service, une cérémonie, une visite médicale, n'importe quoi. Ce rassemblement fait, on part en sport. Le matin, c'est généralement avec le chien dès qu'on peut, parce que en tant que conducteur cynotechnique, je me dois d'entretenir physiquement mon chien, et donc on va faire du canicross où on va faire nager les chiens, et ça, c'est environ de 8h30 à 10h avec toute la garde dès qu'on peut. Ensuite, de 10h à midi, c'est travail dans les services, travail dans les bureaux. On va donc moi, en tant que chef de groupe, j'ai peut-être des notes de service, j'ai peut-être des rendez-vous, j'ai peut-être des formations à faire en relation avec divers bureaux, chefs, vétérinaires. Voilà, c'est le travail quotidien qu'on peut avoir. Ensuite, le midi repas. Et de 14h jusqu'à généralement 18h, c'est travail du chien. On est avec nos chiens sur le terrain et on va faire des exercices spécifiques en fonction des axes de travail qui nous ont été donnés en vue de perfectionner nos chiens. Donc là, on peut aller en forêt, on peut aller dans des bâtiments, on peut aller dans des carrières, on peut aller sur un terrain de décombres, on peut aller sur un bateau, on peut aller avec le grimpe, on va diversifier tout ça pour que notre chien soit le plus compétent possible. Ensuite, à 18h, on a potentiellement une autre séance de sport, si on finit pas trop tard la journée de garde, et ensuite repas. Nos journées de garde sont articulées sous un système de 24 heures qui peuvent se cumuler sur 48 ou 72 heures, et ce qui fait que je le répète au fur et à mesure. Et dans tout ça, il faut s'occuper du chenil aussi, parce que nous avons un chenil avec une vingtaine de courettes où potentiellement nous pouvons accueillir des chiens, et donc on a des chiens à nourrir, on a des chiens à soigner, on a des désinfections à faire, on a des nettoyages, et ça se fait le matin à 7h et le soir vers 17-18h en fonction de notre journée. Oui, ça fait de bonnes journées de travail, bien remplies. Exactement. Et à ça, il faut rajouter les interventions. Donc, les interventions animalières, on en fait à peu près 700 par an. Et des interventions de recherche de victimes, on en fait une 50aine par an à peu près.
Et tout à l'heure, tu me donnais un chiffre d'intervention de la brigade, un chiffre qui était assez impressionnant. Oui, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris cumule environ 500 000 interventions par an. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Tout à l'heure, tu parlais là à l'instant de s'occuper du chenil et des chiens qu'il faut soigner. Mais alors, ce sont les chiens de conducteurs, mais qui sont en repos. C'est de quel chien tu parles Alors, par jour de garde, j'ai Oui. à minima 2 chiens. Mais toi, tu n'en as qu'un. Alors, moi, j'en ai qu'un, mais par contre, je suis de garde avec un collègue, parce qu'on part jamais en intervention seul. Ah, Donc, d'accord. je vais recommencer pour l'organisation. Donc, de garde par jour, nous avons 4 personnels, 4 à 5 personnels. D'accord. On a 2 personnels qui sont missionnés pour la gestion du risque animalier et 2 personnels qui sont missionnés pour la recherche de victimes. D'accord. Ces 2 fois 2 personnels ont un engin chacun. Chaque engin a chaque mission. D'accord. Et ensuite, j'ai un 5e personnel qu'on nomme le garde chenil, qui est responsable du chenil, de l'entrée et de la sortie des chiens, des soins, des consignes vétérinaires ou paramédicales qu'on peut avoir. Ces personnels-là, potentiellement, on a tous 1 à 2 chiens. D'accord. Ce qui fait que par jour, j'ai entre 4 et 6 chiens au chenil. Voilà. Oui. Et après, je peux aussi avoir des chiens en pension. Là, notamment, par exemple, j'ai un de mes collègues qui est en formation, une formation où il ne pouvait pas prendre son chien, donc on se retrouve avec son chien pendant 2 semaines. Voilà. D'accord. Ah, c'est très très bien. Merci pour ces précisions. Du coup, si on calcule le temps de travail avec le chien par jour, il est quand même très important. Hein. Il est très important, et ça, c'est justement la spécificité du groupement des appuis de secours auquel j'appartiens. Et donc, dans ma spécialité conducteur cynotechnique, c'est que je ne fais que ça. Je suis concentré que sur ma spécialité du risque animalier et de la cynotechnie. Ouais. En parallèle, on fait ce qui est commun, ce qui est générique, le secours à victime, donc les gestes de premier secours, mais on est concentré dans la plus grande partie, principalement vous êtes dans la vraiment dans la cyno ou le risque animalier, c'est le mot. À fait. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle technique de sauvetage est-ce que tu utilises? Tu parlais, alors est-ce que c'est la quête, questage, le pistage, alors décombres aussi? C'est ça. Donc nous, chez les pompiers de Paris, dans le groupe cynotechnique, on est soumis aux mêmes unités de valeur que nos homologues dans les services départementaux d'incendie et de secours ou chez les marins-pompiers de Marseille. C'est-à-dire que nous sommes sujets à l'unité valeur CYN 1, conducteur cynotechnique, qui permet la recherche de victimes par la technique du questage et la recherche de victimes ensevelies sous des décombres. Donc la technique du questage nous permet de rechercher une victime dans un milieu forestier ou bâtimentaire. Sans odeur de référence. Sans odeur de référence. Et pour pouvoir partir en intervention, l'unité de valeur CYN 1 est travaillée sur la formation avec la technique du questage. Oui. Voilà. Aujourd'hui, la technique du pistage est une formation supplémentaire que certains chiens ayant l'unité de valeur CYN 1 peuvent mettre en place en fonction de prérequis canins ou humains. Et là, par exemple, Ramsès est en formation pour faire du pistage et j'espère, on se donne les moyens en tout cas, de valider cette formation de pistage. Voilà. Alors, ce qui fait que tu vas partir, potentiellement, tu vas en stage ailleurs, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et alors après, vous avez un diplôme? Oui, alors c'est une formation diplômante? C'est une formation diplômante. Donc aujourd'hui, Ramsès et moi avons la formation CYN 1 avec la technique du questage et la recherche de victimes ensevelies pour pouvoir partir en intervention, ce que je fais aujourd'hui par exemple parce que je suis de garde. Et là, je souhaite, en relation avec mon commandement, perfectionner les interventions, perfectionner mon binôme avec la technique du pistage. Voilà. Donc là, il y a une odeur de référence. Là, il y a une odeur de référence. Le chien est tenu en longe, alors que dans le questage, le chien est en liberté. C'est ça. D'accord. Et donc là, je vais dans le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, où mes homologues vont nous former et nous breveter. Peut-être. En tout cas, on se donne les moyens pour pouvoir faire la technique du pistage et nous permettre d'accéder à d'autres types d'interventions et aussi de compléter notre capacité de recherche. Bien sûr. Mais là, tu dis que tu es CYN 1 avec Ramsès. Néanmoins, tu es CYN 3. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu? C'est-à-dire que c'est en fonction de chaque chien que... Tu es CYN 3 ou CYN 1? Alors, en fait. Je suis un peu des deux. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'unité valeur CYN 1 donne la capacité à un binôme, maître et chien, de partir en intervention. C'est une formation qui dure 1 an et demi à 3 ans en fonction de... Et donc, Ramsès et moi avons validé le CYN 1. Mais c'est une formation, le CYN 1, que j'ai aussi validé avec Isis en 2016, quand j'ai validé le brevet avec Isis. Voilà. Entre-temps, j'ai décidé de
monté en compétence et mes chefs m'ont fait confiance et j'ai décidé de passer le SIN 2, qui est l'unité de valeur chef d'unité cynotechnique et permet de devenir cadre, devenir chef d'une intervention cynotechnique ou en tout cas d'appuyer les pompiers sur place, de gérer et de coordonner une équipe cyno. Une équipe aussi, cyno, voilà. Et aussi d'avoir cette facette d'éducateur canin spécialisé chez les sapeurs-pompiers. Et donc ça, je l'ai validé en 2018 ou 2019, je sais plus. Alors, tu l'as validé toi ou Easy, c'est toi? C'est toi, là. Alors là, c'est moi. Là, c'est toi. Easy, c'était avec moi pendant la formation, mais là, c'était uniquement moi. Et ensuite, j'ai décidé de passer le SIN 3 et mes chefs m'ont fait confiance pour passer le SIN 3. Et donc, je suis devenu conseiller cynotechnique Voilà. et donc en relation avec mes chefs directs et supérieurs, je suis là pour les conseiller techniquement dans les choix de formation, de budgétisation, de coordination de la spécialité cynotechnique au sein de la BSPP. Mais pour autant, c'est une formation que j'ai passée seule. Donc Voilà, Ramsès d'accord. et moi sommes SIN 1 et voilà. moi, en ma qualité de chef de groupe cynotechnique, je suis SIN 3. Ah, mais c'est passionnant. Tu pourrais justement, en tant que responsable et SIN 1 avec ton chien, nous expliquer quels sont les types d'exercices que tu fais toi avec ton chien et que en tant que SIN 3, tu demandes à ton équipe parce que c'est toi le responsable du groupe cyno. Alors au final, il y a plein de responsables. Moi, je suis Ouais. le responsable direct et en effet, en qualité de SIN 3, je suis responsable direct. Mais au-dessus de moi, j'ai un chef de centre qui doit rendre des comptes à un commandant d'unité, qui doit rendre des comptes à un chef de corps, qui doit rendre des comptes à un chef d'état-major et ainsi de suite. Mais au final, oui, le conseiller technique que je suis, travaillant en binôme avec le vétérinaire en chef, on rend des comptes et on conseille techniquement par rapport à plein de choses. Et vous êtes vraiment sur le terrain. Pour le coup, vous êtes vraiment en relation directe avec les chiens et les binômes. Exactement. Donc le vétérinaire dans sa fonction médicale et de conseiller technique, moi en tant que cynotechnicien et en qualité de conseiller technique, on travaille de pair pour la formation de nos chiens. Et donc d'abord, avant de former un chien, il faut le tester. Ensuite, une fois qu'on l'a testé, on va le débourrer, on va le mettre en pré-formation. Puis ensuite, on va le mettre en formation. Et ensuite, on va le valider. Et tous les ans, on va le recertifier pour s'assurer que le binôme puisse partir en intervention. Oui, il y a des certifications, des évaluations tous les ans annuelles. C'est ça, ce qu'on appelle un CAO, contrôle d'aptitude opérationnelle, que nous allons passer d'ailleurs dans un mois bientôt, qui permet de recertifier une équipe cynotechnique, un duo, un binôme. Un binôme, ouais. Pour l'année suivante. Et s'il ne l'a pas? Il repasse. Oui, d'accord. Donc s'il ne l'a pas du premier coup, on a la possibilité de passer un rattrapage. Et il est important aussi d'identifier pourquoi il ne l'a pas eu. Et ça, c'est aussi ce qu'on va avoir lors de l'unité de valeur SIN 1. C'est savoir pourquoi une équipe, qu'est-ce qui s'est passé. Quel est l'ajournement? Quelle est la raison de l'échec? Et si c'est juste une question de stress parce que c'est la première fois qu'il le passe, parce que c'est peut-être trop présent, parce que les difficultés familiales ou personnelles de l'équipe font qu'on a à ce moment un flow plutôt bas ou négatif, on va pas incriminer une équipe cynotechnique pour un ajournement ou pour un échec. Ça se trouve, c'était juste une phase de stress qui était mal gérée. Et à ce moment-là, on va laisser un mois, on va dire, OK, on va remettre des exercices de mise en confiance, on va réussir à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et l'épreuve à journée, on va la repasser et ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Il y a toujours une raison, il y a toujours une explication. Tu arrives toujours. Il y a toujours une explication parce que si on arrive vraiment sur un échec par un manque de compétences, elle aurait dû être détectée bien avant. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, dans le cas où on aurait vraiment un manque de compétences, là, on passe sur un complément de formation qui va peut-être durer 6 mois. Et là, à ce moment-là, on va vraiment réévaluer qu'est-ce qui s'est passé avec des axes de travail très précis. Mais ça arrive, oui, mais c'est tellement rare. C'est épisodique. Parce qu'en fait, c'est fait en amont, quoi, comme tu dis, lors du débourrage, non, même pas de l'évaluation. Du débourrage, de la formation, de toute l'année, ou même des gars qui viennent me voir en me disant, ça va pas, je sais pas, mon chien en ce moment, il me fait un truc bizarre. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait ça, ça, ça. Ah ouais, là, ça va pas, là, faut vraiment qu'on en parle. Et on va avoir une concertation avec l'équipe encadrante. Et on va trouver des axes de travail. Et je vais désigner un chef d'unité référent qui va. Et là, on va vraiment avoir cette dynamique de groupe. Moi, aujourd'hui, donc moi, ça fait 1 an et demi que je suis chef du groupe. J'ai jamais senti de difficulté à ce point-là. On a toujours eu un esprit de groupe et une formation, une remise en formation qui a été faite. Mais c'est passionnant, au contraire. Mais c'est ce qui peut t'empêcher justement de dormir, de trouver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on peut le rappeler quand même. Vous travaillez avec du vivant. C'est ça. Avec du vivant, qui a des émotions, qui a des difficultés, qui fait bien de le dire. Qui des fois, quand il nous regarde avec ses yeux pleins d'amour et il nous dit, papa, j'ai fait tout ce que je pouvais parce que j'ai pas compris ce que tu me demandes. Et bah,
le temps qu'on comprenne ça, des fois, il se passe quelques semaines, quelques mois. Et puis une fois qu'on a compris que c'est ça qu'il voulait nous dire, il y a tout qui a dégringolé. Il faut remettre en confiance l'équipe, il faut remettre en confiance l'humain, parce que en ma qualité de chef de groupe, je gère l'homme aussi. Et quand un homme voit son chien, un homme voit son chien qui ne progresse pas, il faut réussir à remonter l'équipe. Ça. Mais alors, est-ce qu'on peut dire, sans vouloir vexer un peu, c'est quand même la faute de l'humain. Enfin, je sais pas si on peut parler de faute. Le chien, il n'y est pas pour grand-chose. C'est que ça n'a pas été expliqué correctement. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est le chien qui peut être dans une phase pas très bien, ou c'est vraiment l'humain qui n'a pas expliqué comme il fallait? Tu vois, j'ai une petite expérience dans la cyno. Ça fait 10 ans que je travaille du chien. Ça fait 10 ans que j'essaie de travailler donc dans ma spécialité, mais aussi d'en voir beaucoup. Je me suis renseigné par rapport au mushing, l'agility, l'obéissance, le clicker. Je me suis vraiment, j'ai essayé de me diversifier. Et il y a un adage qui me revient en tête et pour moi, c'est la conclusion de ça, c'est que le chien n'a qu'un seul défaut, c'est celui de croire en l'homme. Ah ouais. Et au final, donc on peut dire aussi, il n'y a pas de mauvais chiens, il y a que de mauvais, c'est ça? Il y a que des mauvais maîtres, c'est exactement ça. Et des fois, oui, j'ai eu des chiens qui n'avaient pas la capacité de. Non, c'est un gentil petit chien, il est très bien. Et là, je pense à un de ces chiens qu'on a eu en test il y a quelques semaines, et ça m'a fait mal au cœur parce que il a vraiment tout donné. Il voulait tout donner, mais il avait pas la capacité de. C'est pas grave, petit chien, t'iras ailleurs et t'auras une vie de petit chien qui fera autre chose. Et on va pas. Ça te touche, hein? Oui, non, ça m'a touché. Oui. Tous les chiens, à chaque fois qu'il y a un ajournement, à chaque fois qu'il y a un échec, des fois je suis soulagé parce que quand je vois les chiens, je me dis toi tu pourras pas faire grand chose, mais tu feras. Mais là, pour autre le coup, chose. c'était. Tu voyais que le chien, il mettait tout son cœur. Il avait tout donné. Il avait tout donné. Et malheureusement, on n'a pas pu le garder. Et donc au final, oui, je suis d'accord avec toi. Et après, ça peut soumettre des polémiques. C'est pas bien grave. Mais oui, en effet, je pense que le plus gros défaut qu'a le chien, c'est son maître. C'est son humain. C'est son humain. Et il a toujours tout donné. Et lui, il est là. Et je le vois dans mon métier. C'est que à 3h du matin, quand ça sonne, le chien, il est au taquet. Il est au taquet. Il est au taquet, il est prêt. Toujours envie d'y aller. Toujours joyeux. Je prends la laisse à 3h du matin ou 3h de l'après-midi, lui il est là, il monte dans le camion et on y va. Ça c'est top. Mais justement, tu peux nous dire, selon toi, quelles sont les qualités importantes chez un chien de travail pour le sauvetage chez les pompiers? Alors chez les pompiers, dans ma spécialité et pour mon groupe, nous quand on teste un chien, on le teste selon 3 qualités principales. La première, faut qu'il soit amoureux de l'homme. Parce que je recherche des victimes qui sont dans le secours, qui sont dans la notion d'urgence, qui ont besoin d'aide. Et si j'ai un chien qui montre des craintes ou a peut-être peur de l'homme, malheureusement, il va pas pouvoir travailler avec nous parce qu'il doit être amoureux de l'homme, il doit presque en dépendre. D'accord. Ensuite, un chien qui soit courageux. Un chien qui soit courageux, pourquoi? Parce qu'on comprend qu'un chien puisse avoir des peurs. Il a peut-être une appréhension sur le noir, une grille qui fait du bruit ou un bruit de pétard ou quelque chose comme ça. Ok, pas de souci. Mais si on arrive à l'emmener quelque part, qu'il nous suive. Parce que quand je pars sur intervention, quand mes collègues partent sur intervention, des fois on part sur des interventions qui sont très très difficiles. Je prends mon collègue qui est parti en Turquie avec sa chienne. Il est parti pendant des longues journées de travail très éprouvant. Si le chien n'a pas un minimum de courage, il pourra pas suivre. Et ensuite, la troisième... C'est éprouvant pour les deux là, par contre. Pour le chien comme pour le conducteur. Exactement, mais le conducteur, l'homme a cette capacité de prendre du recul et de se dire ça va passer. Ah oui. Le chien, lui, il est dans l'instant présent. Il vit le moment présent. Oui, tu as raison. C'est l'instant présent. Et si on répète cet instant présent sans savoir qu'il y a une fin, pour un chien, ça peut être compliqué. Et ensuite, la troisième qualité, mais qu'on arrive de temps en temps à contourner, c'est qu'il faut que le chien soit joueur. Si le chien n'est pas joueur, on va réussir à le contourner avec de la nourriture, on va réussir à aller au-delà de tout ça. Aujourd'hui, j'ai des chiens qui travaillent avec de la nourriture, ça fonctionne très très bien, mais c'est quand même beaucoup plus simple avec le jeu, on arrive à passer des difficultés beaucoup plus facilement, et on a cette image de l'effondrement avec le frigo qui est rempli de nourriture, qui a explosé avec du jambon et du fromage partout, et le chien, est-ce qu'il va réussir à ne pas aller dessus? Alors moi, j'en suis persuadé, il n'arrivera pas à aller dessus parce qu'il est conditionné, il est formé, il est formaté, il est réévalué tous les ans pour ne pas aller sur ce frigo-là. Mais
Ah ouais, ouais. C'est Un chien qui est difficile. joueur, il n'ira pas Si, normalement. Enfin, si, il ouais. ira, on le sait tous. Mais récompenser un chien la nourriture et lui Ah demander oui. d'éviter ce frigo, Ah oui, des, c'est f- beaucoup plus des compliqué. fois, Oui, bien sûr. ça peut être compliqué. Ouais, Mais ouais. aujourd'hui, j'ai jamais vu un chien qui préférait aller sur le frigo plutôt que de Ouais. rechercher une Ah victime ouais. qui était sous Ah les ouais, ils décombres. sont vraiment faits Ils pour sont faits, aider. Enfin, ils aiment ça. ils Oui, aiment ça, ils aiment sont ça. conditionnés et ils sont formés pour. Oui, bien sûr. Et parlons d'ailleurs des conducteurs, parce que là, on parle des qualités du chien de sauvetage, mais quelles sont les qualités essentielles du conducteur de chien, du conducteur sino? Aimer le chien, bien sûr. Bien sûr, il faut être passionné du chien, il faut être investi dans cette spécialité, il faut être motivé. Parce Ce que tu que disais pour les sélections là qui vont avoir lieu. Ouais. Exactement, il faut vraiment être motivé parce que c'est un investissement de tous les jours, de Ouais. garde, de repos, de Oui, on ne vacances. met pas son chien au placard en rentrant, hein, Exactement. ouais. Les qualités d'un conducteur cynotechnique aussi, c'est d'avoir un univers familial qui soit en capacité d'accueillir le chien. Un univers environnemental aussi. Ouais, oui, d'accord. Potentiellement, on dit non, je vis en appartement, je vais pas prendre un malinois Mm. parce que je suis pas en capacité de le gérer. Faux. Ah oui, bien Faux. sûr, Moi, je considère qu'il vaut mieux avoir un malinois en appartement qui sort tous les jours bien sûr. plutôt qu'un malinois en maison qui vit dans le jardin toute l'année. Bien sûr, avec lequel il n'y a aucune interaction et avec lesquels on ne joue pas. Ouais, Exactement. Et donc, mais par contre, il faut avoir l'environnement. C'est que si on a quelqu'un qui potentiellement est casanier et qui ne souhaite pas avoir d'interaction avec son chien, c'est pas adapté, quoi. Il faut c'est éviter. pas adapté, Ouais. voire même ça peut devenir contradictoire. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire d'un investissement dans la spécialité, de la motivation, un univers familial stable et un environnement qui permet d'accueillir un chien. Mais et vous vivez ici, sur place? On Pas a du tout. oui, si, on a certains de nos collègues qui habitent ici. Donc, dans la caserne dans laquelle je suis, on a des maîtres chiens qui sont logés, au nombre de 4 aujourd'hui, dont je fais partie. Et D'accord. j'ai l'autre partie de mon groupe qui est logée à l'extérieur, dans des appartements, dans des maisons, en région parisienne ou en province. D'accord. Vous n'êtes pas tous ici, mais certains sont sur place. C'est ça. On est D'accord. sur place quand on est de garde, mais quand on est repos, à domicile, ça peut être à l'extérieur. D'accord. Mais comment tu gères justement cet équilibre entre la discipline stricte du travail, quand même, hein, on peut le dire, et l'affectif avec ton chien, la vie de famille? Comment est-ce que tu gères ça? C'est très important de savoir faire la part des choses. Et très généralement, ce qui nous aide, et je pense qu'il n'y a pas que dans ma spécialité, j'en suis même persuadé, c'est le conditionnement. Tu peux nous expliquer C'est-à-dire Hugo? que quand je suis chez moi, avec Ramsès, ou quand Oui, j'étais chez moi avec avec Isis, Isis. je suis pas habillé en pompier. Ah, j'allais te demander, est-ce qu'ils font la différence, les Voilà, chiens? et donc le conditionnement, c'est que quand je suis habillé avec mes vêtements de tous les jours, Ramsès, il a bien compris qu'on n'était pas là pour travailler. Et je le vois bien. Et quand on va se promener, j'utilise le matériel qui n'est pas le matériel pour aller travailler. Et donc, quand je vais en forêt, je vois Ramsès, un chien qui se promène, qui fait sa vie, qui sent ses odeurs. Quand je l'appelle, il vient. Et puis des fois, il vient pas. Et puis voilà, on fait notre vie de chien et d'homme en forêt. Cependant, quand je suis habillé avec mes vêtements de pompier, quand on va dans le camion rouge et quand je sors le harnais que Eh j'utilise oui, c'est ce que j'allais te demander. Alors avec le lui, grelot, voilà. quand lui il entend ce grelot, je vois dans les sait. yeux de mon chien pourquoi il est là. Il le sait. Ça Et brille. ça brille dans ses yeux. Ouais. Et c'est là où tous les conducteurs cynotechniques utilisent vraiment des conditionnements qui permettent de stabiliser le chien pour lui faire comprendre, là tu travailles pas. Ce qui fait que quand il travaille, il se donne entièrement. Par contre, quand il travaille pas, il relâche entièrement. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il relâche et il a sa vie de chien C'est à ça. ce moment-là. Sa vie de D'accord. chien de repos, parce Oui. qu'il a besoin de repos, Ouais. de stabilité mentale, parce que on continue à le sortir, il continue à voir du monde, on l'emmène partout, dans la voiture, dans la forêt, en vacances, à la montagne, à la mer, ce qu'on veut. Et aussi de vie, parce que le travail, comme je te disais tout à l'heure, entre guillemets, on le ramène à la maison. C'est que moi, je fais encore du canicross quand je suis repos. Je vais faire des petites séances d'obéissance, je vais le faire nager, je vais l'emmener dans des endroits différents pour qu'il puisse tout voir. Et ce qui fait que le jour où il arrive sans intervention, malgré qu'il avait l'impression de ne pas travailler, Il a travaillé. Il a travaillé Ouais, au ouais. final. Parce Ouais, que mais c'est un alors, chien de travail. Voilà, c'est ça. Mais il a travaillé par le jeu, par les moments de vie avec toi aussi. La sociabilisation. Ouais, oui, c'est ça. Mm. Donc, la grosse importance, sociabilisation, socialisation. Les deux. Les deux. Les deux. Ah, Les on deux. est d'accord, d'accord. Et comment tu fais après une grosse journée de travail? Parce que là, tu parlais de l'emmener nager en forêt. Mais quand tu as une grosse journée de travail, ça, ce sont typiquement des moments de détente pour ton chien? Alors, Ou tu en as d'autres?
l'organisation de nos journées de travail, elle dure 24 heures. Ce qui Oui. fait que du lever jusqu'au lever du lendemain, le chien travaille. Et donc moi, quand je suis dans ces moments-là, pendant 24, 48 ou 72 heures, mon chien, il est conditionné de travail et on ne déroge pas de ça. Par contre, une fois que je suis repos, du lever jusqu'au prochain lever de mon repos, le chien, il est complètement déconditionné. Ce qui fait que généralement, ce que je fais, c'est que ma première matinée de repos, on a tous les deux besoin de repos. Donc là, il va dans son panier, il fait sa vie de chien. Moi, je vais, je sais pas, faire mes courses, mon ménage. Voilà, je me prépare à vivre mon repos. La première après-midi, on va se faire une balade parce qu'on l'a quand même bien mérité. On va essayer de se balader. Alors, ça peut être en ville, ça peut être en forêt, ça peut être en voiture. On va passer un week-end quelque part. Et le lendemain, je vais m'accorder une petite séance de sport, petite séance d'obéissance, petite séance de nage. Et le lendemain, je travaille. Et ainsi de suite. Et Mais c'est je parlais cycle qui plus se en répète. mission, tu vois, Hugo. Par exemple, tu as une grosse mission où tu interviens. Là, tu renchaînes pas tout de suite sur du travail. Il y a un moment de détente pour le chien. Alors, la force de notre spécialité, c'est que le chien, il sait pas qu'il travaille lorsqu'il est en intervention. C'est que pour lui, il y a, lors des formations, lors des entraînements, c'est un de mes collègues, donc un copain, qui va se cacher. Si je trouve ce copain-là, je joue. Ah oui, donc pour lui, c'est la même chose en fait. Pour lui, c'est la même chose. Oui. La différence, c'est juste pour nous, sapeurs-pompiers. Eh oui. Nous savons que nous avons des gens qui sont dans le Oui. besoin. Nous savons que potentiellement, nous avons Eh des oui. gens qui sont blessés, qui vont mourir ou qui sont peut-être déjà morts. Bien sûr. Mais lui, Ramsès, il le sait pas. Ben oui, bien sûr. Il le Pour sait lui, pas. c'est la même chose. C'est exactement ça. Ah, Ce qui c'est fait que bien quand de je l'engage préciser. sur intervention, je vais avoir une gestion de mon chien par rapport à la fatigue, par rapport à son conditionnement, par Oui. rapport à sa santé. Mais une fois que je le remets dans le véhicule, Ouais. je vais peut-être lui faire un petit exercice pour le récompenser. Mais lui, il ne savait même pas qu'il travaillait. Hein. Oui, c'est la même chose. Mais tu fais bien de le préciser, tu vois. Moi, je ne le savais pas du tout, quoi. Pour moi, il y avait vraiment autre chose. Et comment vois-tu l'évolution, justement, de la cynotechnie dans les prochaines années? Est-ce que, d'ailleurs, actuellement, tu utilises, je sais pas, moi, tu sais, on a des montres connectées pour les humains, pour suivre tes chiens, enfin, ou ton chien, les chiens de ton groupe. Est-ce que vous avez tout ça? Alors, pour reprendre le début de ta question, quelles sont les avancées qu'on pourra avoir dans notre Oui. spécialité? La recherche de victimes au moyen de chiens existe à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis 1979. D'accord. Et on a, pour ma connaissance, Oui. jamais failli à la mission. D'accord. Jamais. À D'accord. chaque fois qu'on a eu à retrouver quelqu'un, on l'a retrouvé. Bravo. Et à chaque fois qu'on a engagé un chien et qu'il y avait personne, on était en capacité d'aller voir le chef des pompiers pour lui dire « Chef, là c'est bon, Il y a personne. il y a personne de D'accord. vivant. Ouais. » Ouais. Et donc depuis toutes ces années, mes prédécesseurs, mes anciens ont transmis ce savoir et la cynotechnie a évolué avec une façon d'éduquer les chiens qui est différente, avec du matériel qui est différent, certains qui sont prohibés, certains qui sont rajoutés, avec des technologies de matériel comme les harnais. Quand je prends les harnais qui existaient il y a 20 ans et ceux d'aujourd'hui, on voit vraiment une complexité au niveau de la couture, au niveau de l'ergonomie qu'on peut avoir dans le chien. Pour le confort du chien. Pour le confort du chien, et voilà. Mais au final, la recherche de victimes, elle reste la même. Elle reste la même. Eh ouais. Le chien reste le même, les victimes restent les mêmes, Ouais. les techniques de dressage restent les mêmes, et la base reste la même. Ah oui, voilà. Et donc, oui, on va se perfectionner, mais la base reste la même. Ouais. Aujourd'hui, là, oui, en effet, on peut réussir à peut-être se perfectionner sur le high-tech. Oui. Les colliers GPS, les montres connectées, les casques de protection. Ça n'existe pas. Si, oui, dans l'équipement, effectivement. Mais ça rejoint le confort du chien. Par exemple, on va mettre des bottines peut-être sur certaines interventions. Voilà, des bottines, des casques, des gilets qui vont peut-être protéger l'enveloppe du chien. Je connais un collègue des forces qui travaille avec son chien et qui a un gilet par lame qui permet de protéger le chien. Donc oui, on va réussir à se perfectionner par rapport à ça. Mais le fond reste le même. Reste le même. Donc oui, en effet, on pourrait mettre des casques de protection et des GPS sur le chien, mais la recherche de victimes reste la même. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, à la BSPP, nous sommes équipés de colliers GPS qui fonctionnent très bien, mais qu'on a peu ou pas l'habitude d'utiliser parce que déjà le secteur parisien ne nous permet pas d'avoir des recherches sur des dizaines et des dizaines de kilomètres comme on peut avoir dans des forêts de nos homologues très très proches, même en grande couronne parisienne, et parce que toutes les zones de Paris sont cartographiées. On a des noms de rues même dans les forêts. Donc les parcelles sont utilisées différemment. Moi personnellement, j'ai investi dans un casque de protection pour mon chien, mais c'est un investissement personnel. Pourquoi ? Parce que j'ai une activité extra-professionnelle où j'ai besoin d'avoir des lunettes pour mon chien. Aujourd'hui, la nécessité de mettre
une protection oculaire sur Ramsès, je l'ai jamais eu à le faire depuis 4 ans. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que tu fais en extra qui nécessite cette protection? Par exemple, je suis parti en formation où j'étais en recherche de victimes en manteau neigeux et il a fallu protéger les yeux de mon chien à la réverbération sur la neige. Donc aujourd'hui, moi, dans ma fonction de chef, l'évolution que je peux avoir dans ma spécialité, et notamment au niveau du matériel, c'est justement en qualité de Signe 3, c'est de conseiller techniquement les chefs, de dire voilà, par exemple, le casque de protection, moi, je n'en ai jamais eu besoin. Mais est-ce que je n'en ai pas eu besoin parce que je n'ai pas eu l'utilité ou parce que je n'en ai pas vu l'utilité? Et là, donc, pour spoiler un petit peu la chose, c'est quelque chose que je vais proposer au chef, c'est de dire, voilà, des collets GPS, des casques de protection, des montres connectées, des dalles tactiles comme on peut avoir sur des smartphones. On va en avoir besoin parce que la complexité des interventions, la montée en puissance de la technologie fait qu'aujourd'hui, la base... C'est un soutien, en fait. C'est un soutien. Et la base de la recherche de victimes, elle ne change pas. Par contre, la technologie est vraiment... Elle évolue et c'est vraiment un atout. Ça serait dommage de passer à côté. Exactement. Voilà, ce qui fait que depuis 4 ans, je regrette dans certains cas de ne pas avoir mis une protection oculaire sur mon chien parce que des fois j'ai peut-être évité l'accident. Oui, mais la preuve là, tu vas le faire et en qualité de Signe 3, tu vas le proposer. Je vais le proposer et puis après on va le budgétiser, on va en parler avec mon collègue vétérinaire de la nécessité ou non de mettre un GPS sur un chien qui pour moi est indéniable. Mais il faut qu'on réussisse à faire des groupes de travail et évoluer au fur et à mesure. Mais alors justement, cette évolution et cette technologie, est-ce que pour toi, ça remplacera jamais le chien? On ne pourra pas se passer du chien ou tu crois qu'un jour on arrivera à se passer du chien? C'était l'introduction de mes propos, c'est que depuis toutes ces années, si la cynotechnie n'a pas changé le fond, c'est parce que ça fonctionne très très bien. Pour moi, on ne pourra jamais remplacer un chien par une machine. On peut complexifier le chien, on peut lui mettre plein de gadgets sur lui. Mais ce qui est primordial, c'est sa truffe, c'est sa tête, c'est son olfaction, c'est sa capacité de... Et ça, on le remplacera jamais. Ça, on ne le remplacera pas. Jamais. Voilà. Jamais. On aura toujours nos chiens à nos côtés. Exactement. Bon, c'est chouette d'ailleurs. Et toi, est-ce que tu as des aspirations professionnelles, des objectifs? Alors moi, mon objectif, c'est de réussir à mener la totalité de mon groupe et de mes chiens vers une excellence. Déjà de réussir tous ces examens, de réussir tous les contrôles d'attitude opérationnelle que nous passons tous les ans, d'avoir un cheptel canin qui permet d'assurer la mission, de toujours avoir des chiens dans les engins pour pouvoir partir en intervention. Ça, c'est mon objectif professionnel, c'est vraiment une vision de groupe. Parce qu'aujourd'hui, dans la place que j'occupe, je me dois de monter le groupe vers au meilleur et de rendre compte à mes chefs des moyens qu'ils me donnent et de la confiance qu'ils me donnent. Oui, mais tu y arrives très bien. Je fais de mon mieux en tout cas. Et quel message aimerais-tu transmettre aux auditeurs sur l'importance du travail de sauvetage et des chiens de sauvetage justement? L'importance du chien de sauvetage déjà, c'est que des moyens cynotechniques en France, on n'en a pas beaucoup. Et au même titre que mes homologues sapeurs-pompiers génériques, la meilleure façon d'aider les secours, c'est de ne pas se mettre en danger. Ah, d'accord. Voilà. C'est que des fois, on a des sapeurs-pompiers qui se mettent en danger de par leur métier, qui malheureusement décèdent sur intervention de par leur métier, par des accidents, des erreurs humaines, des fautes humaines qui mettent en péril ces personnes-là et on se retrouve sur intervention alors qu'on aurait pu le faire différemment. Voilà. Et idem pour les équipes cyno. Idem pour les équipes cyno, pour les sapeurs-pompiers de montagne, pour les avalanches, pour les sapeurs-pompiers qui interviennent sur des accidents de circulation. Tu as des anecdotes d'ailleurs ou une anecdote sur une mission où tu es allé, où tu es intervenu avec ton chien, que ce soit Isis ou Ramsès qui est en activité là actuellement, où tu as eu très peur pour ton chien ou pour toi? Ça t'est arrivé? Oui, alors là, c'était du coup, je parlais de pas se mettre en danger. Là, c'était une catastrophe naturelle qui a eu lieu. Alors je sais plus l'année, faudrait que je regarde. Lorsqu'il y a eu les inondations de Nice, avec la Vésubie, la Roquebillière, la Roya, toutes ces vallées qui se sont inondées, où avec Isis, on a été engagé quasiment une dizaine de jours pour la recherche de victimes qui ont été prises par les coulées de boue, par le torrent d'eau et les effondrements successifs qui ont eu lieu et de la force de la nature, la force de l'eau qui a ravagé ces vallées. Et donc avec Isis, nous avons été engagés sur ces interventions-là. Nous faisions des engagements de plusieurs heures tous les jours. Et oui, j'ai eu peur à ce moment-là parce que Isis a été happée
par une rivière où au final elle a eu une odeur et dans toute sa splendeur de chien de travail, est allée jusqu'au bout. Elle s'est fait happer par cette rivière, et l'intervention a été dimensionnée de manière à ce qu'on ait une sécurité nautique qui a été mise en place. Et là, j'ai un collègue qui était même pas sapeur-pompier, qui était sapeur-sauveteur de la sécurité civile, qui habillé en néoprène avec le gilet de sauvetage, le casque, était prêt parce qu'il avait été mis en place, et il a même pas réfléchi. Il a vu le chien à l'eau, il m'a vu courir derrière, il a sauté, il a attrapé le chien, il l'a mis en sécurité, et Isis l'a regardé. Oh merci, c'est sympa. Puis après, elle est repartie. Elle, en fait, ça va. Mais toi, t'as dû avoir. Moi, j'ai eu très peur, et j'ai presque voulu le prendre dans mes bras parce que je l'ai vu se faire happer, et il m'a regardé en disant mais j'étais là pour ça. Oui, mais alors néanmoins, ça fait partie du métier. Parfois, vos chiens et vous prenez des risques. Tout n'est pas toujours sécure, j'imagine. On essaie d'intervenir toujours en sécurité. Nous avons des normes, nous avons du matériel, nous avons des compétences. Nous sommes formés et formatés à toujours œuvrer en sécurité. Mais notre travail, c'est là où s'arrêtent ceux des autres aussi. Et si nous nous engageons pas avec nos chiens, à un moment ou à un autre, on va faillir dans la mission, on est obligé de s'engager. Et ça, c'est quelque chose que nous connaissons chez les sapeurs-pompiers, c'est que nous pouvons aller jusqu'au sacrifice suprême, c'est écrit dans les textes militaires, c'est que on peut aller jusqu'au sacrifice suprême de par la mission, et le chien en fait partie. Pour l'humain comme pour le chien. Pour l'humain comme pour le chien. J'ai engagé des fois Isis ou Ramsès dans des situations qui, en relation avec le chef des pompiers, en coordination avec toute la sécurité qu'on pouvait mettre, de dire oui. Là, peut-être que. Mais comme il y avait une notion de sauvetage, il y avait une personne potentielle. C'est ce qui prévaut. C'est ce qui prévaut. Et donc là, il fallait qu'on s'engage. Et mais ça te reste quand même, ça marque, non, ces événements-là? Ça marque, mais on sait pourquoi on est là. Oui, on sait pourquoi on est là. D'accord. Ah, mais c'est beau. Ça t'est déjà arrivé de perdre un chien ou d'avoir des accidents, ou dans ton équipe? Alors, dans mon équipe, oui, on a perdu des chiens. Sur intervention, c'est jamais arrivé. Sur intervention, on a eu des blessés. Depuis que je suis au groupe, en tout cas, nous avons eu des blessés. J'ai des pattes coupées, ça arrive très. Mais il n'y a pas de protection, d'ailleurs, on parlait de protection tout à l'heure, de bottines. Alors si, on peut en mettre, mais le problème, c'est que ça dénature tellement la foulée du chien, et au final, ça le gêne tellement dans sa proprioception que les bottines, on les met très rarement sur la recherche en décombres. Ah oui, parce que en chien de traîneau, notamment, on les met pour protéger. Donc, oui, bien sûr. Les chiens peuvent apprendre aussi, non? Oui, ils peuvent apprendre, mais le chien de traîneau, pour ce que j'en connais, en tout cas, quand c'est sur terre ou sur neige, c'est un sol qui est quand même très malléable, qui est relativement plat, et surtout qui est stable. Et au final, quand on met des chaussettes sur le chien de traîneau, c'est pour éviter les congères entre les espaces interdigités, ou alors les systèmes de frottement à la répétition. Nous, quand on est sur des dalles qui sont de travers, avec des cailloux qui bougent, avec de la poussière, avec des graviers dans tous les sens, au final, ça dénature. Et c'est plus handicapant qu'autre chose. Exactement. Donc, mettre des chaussons sur les chiens, on le fait, mais c'est très rare. Très rare. Voilà. Et donc, oui, on a eu des blessés, on a eu, donc ça, les coussinets, c'est récurrent. Bon, ça se soigne. Après, le chien est à l'arrêt quelque temps, et puis c'est ça. Exactement. On a eu des chiens qui sont tombés et qui ont dû être pris en charge par le vétérinaire pour pouvoir l'évacuer. Mais de ma connaissance, on n'a pas eu de chien sapeur-pompier de Paris décédé sur intervention. Ouais, ça doit être marquant quand même. Oui. Mais justement, toi, à titre perso, tu as une mission qui t'a vraiment marqué au point de vue émotionnel. Est-ce que c'est celle où tu allais avec Isis quand tu l'as vue happée, ou il y a une autre mission qui t'aurait marqué? Alors, cette mission-là avec Isis, c'est la mission où j'ai eu peur. Là, j'ai vraiment eu peur de perdre mon chien. Parce que je l'ai vu se faire happer, j'ai essayé de la rappeler, mais avec le bruit de l'eau qui coulait, je pouvais crier tout ce que je pouvais, elle m'entendait pas. J'ai vu mon collègue sauter, j'ai vu mon collègue la sauver, parce que clairement, il l'a sauvé. S'il n'était pas là, et si le chef des pompiers n'avait pas mis à disposition ces personnels-là en sécurité, j'avais plus de chien aujourd'hui. Donc ça a été très bien géré, là, cette mission, elle a été très bien ordonnée. Pourquoi ce jour-là j'ai eu peur, mais comme je te disais tout à l'heure en avant-propos, c'est que la sécurité prévaut. Et donc, même si des fois on s'est mis dans des situations qui pouvaient être dangereuses, le danger a toujours été géré, le risque était toujours géré. Oui, mais une mission qui t'est marquée vraiment émotionnellement? Non, j'en ai pas comme ça. T'en as pas. Non. Et le stress, comment est-ce que tu fais pour le gérer? Parce que c'est quand même un métier exigeant, où il y a une pression, il y a du stress. Pour toi comme pour les chiens d'ailleurs. Il y en a, et très généralement, les conséquences du stress sont post-traumatiques. C'est que nous sommes tellement formés et formatés, nous avons l'esprit de corps, l'esprit de groupe, le matériel qui est vérifié, les procédures qui sont connues, qui font que le moment où nous sommes sur intervention, nous sommes dans un guide qui nous permet d'avoir certaines prises d'initiative, mais qui nous cadre et qui fait qu'on ne
on gère le stress quand même très très facilement. C'est pas dans ces moments-là où nous perdons nos moyens. C'est plus après. C'est plus après où on se dit, oh là, il s'est passé quelque chose quand même de très fort. L'intervention a été brutale par rapport à des bruits, à du vécu, à une explosion ou n'importe quoi qui fait que ça a été très brutal, oui. Et comment ça se gère? Il y a un soutien psychologique, par exemple? Vous avez accès à ça? Oui, tout à fait. Nous avons une cellule médico-psychologique avec des psychologues sapeurs-pompiers de Paris qui sont soit d'actifs, soit réservistes et qui sont à disposition de tous les sapeurs-pompiers et qui, lors d'interventions d'ampleur ou même des fois des interventions bénignes qui peuvent secouer un sapeur-pompier, nous avons cette cellule qui est mise en place directement. Oui. D'accord. Et alors pour les chiens, parce que ça va être le vétérinaire, parce que le chien peut aussi ressentir un, je sais pas si on dit le mot syndrome post-traumatique par exemple. Oui, bah justement, tout à l'heure, je te parlais de mon collègue qui est parti en Turquie. C'est une question qu'on s'est posée au sujet de ce stress post-traumatique qu'on pourrait avoir sur nos chiens. Et donc, on a une mise en quarantaine sanitaire qui est faite au retour du chien avec tout un protocole vétérinaire au retour du chien, auquel on ne déroge pas. Et c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée avec le vétérinaire en chef et mon collègue qui est parti, c'est oui, mais le psy, ça fait partie aussi. Et donc la question est soumise à d'autres interrogations. Et aujourd'hui, donc là, l'intervention de la Turquie est finie. Et j'ai pas eu d'autres interventions, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place, oui, potentiellement, d'avoir un soutien ou en tout cas une étude post-traumatique sur le chien revenu de ce type de mission-là. Parce que ça peut aussi. Là, le chien, lui, il a fait d'autres missions depuis. Il a fait d'autres missions et même si on a vu une certaine fatigue sur le chien et peut-être des réactions différentes lorsqu'il y a une odeur de poussière ou lorsqu'il y a une certaine ethnie de personnes qui est présente, potentiellement, des changements de comportement qui ont été très subtils. Mais là, on est vraiment dans une étude qui a été faite a posteriori, ce qui fait que le comportement du chien, on n'avait pas de avant. Ah oui, mais là, tu veux le mettre en place. C'est très intéressant, au contraire. C'est quelque chose, je sais que la prochaine intervention de ce type-là qu'on va avoir, c'est quelque chose sur laquelle on va faire attention. Ah, ben, tu vois, ça fait partie des évolutions ou perspectives d'avenir dont on pouvait parler. Alors, il n'y a pas que le côté technologique, il y a tout ce soutien-là dont tu parles. C'est ça. Ah, c'est passionnant, ça. C'est passionnant. Et tu pourrais nous dire quel est l'aspect de ton travail que tu trouves le plus difficile? Et comment est-ce que tu arrives à y faire face, d'ailleurs? L'aspect de mon travail le plus difficile, je pense que c'est cette remise en cause et de ne pas prendre les choses personnellement et de ne pas rejeter la faute. C'est pas la faute du chien. Beaucoup, ça fait beaucoup. Je dirais, c'est pas la faute du chien. C'est pas la faute des collègues, mais c'est pas de ma faute non plus. Et ça, c'est très compliqué parce qu'au final, quand on regarde son chien, comme tu disais, le chien, il est dans l'instant présent. Et quand t'es content, il est content. Quand t'es pas content, il est pas content. Mais sauf qu'il a pas compris. Et des fois, ça. Et donc, c'est quand la machine se lance. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est le plus difficile. Ces fameuses, cette métaphore qu'on avait des nuits blanches qu'on passe à se triturer pour savoir comment on va faire pour s'en sortir. Je pense que c'est plus ça. C'est là, j'ai cette image en tête. C'est un chien, il fait quelque chose. Et là, on se regarde tous en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ce que j'ai demandé? Et là, C'est ça le plus difficile, en fait. Et pas forcément avoir la réponse sur le moment. C'est ça, à la question, enfin, au comportement, de pas comprendre. De pas comprendre. C'est ça le plus difficile pour toi dans ton métier? Non, je pense que le plus difficile, c'est d'essayer de trouver la solution. Parce que une fois qu'on l'a et qu'on l'applique et qu'on voit que ça porte ses fruits. On a cette petite congratulation de se dire ce que j'ai mis en place, ça fonctionne, une satisfaction. Mais c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est de là, ok, qu'est-ce que je vais devoir trouver comme origine, comme cause pour pouvoir mettre en place quelque chose en vue que la conséquence soit positive et qu'on puisse s'en sortir. Oui, parce que, encore une fois, vous êtes avec du vivant. C'est ça. Et on n'est pas sur une machine, vous n'avez pas affaire à des machines, mais à des individus qui ont leur propre perception, leur propre moment de fatigue aussi. Les chiens ont le droit d'être fatigués. Complètement. Et c'est là où on en revenait tout à l'heure par rapport aux sélections ou aux qualités qu'on demande d'un conducteur cynotechnique, c'est l'investissement. C'est que c'est tous les jours, quand on regarde son chien ou qu'on fait quelque chose avec son chien, on est toujours en train de se poser la question de pour qui, pourquoi, comment, quand. Et ça, le plus dur, je dirais pas que c'est dur parce que je l'ai choisi. J'ai choisi d'être là et je suis très content de le faire. Mais je dirais que c'est la facette du métier qui demande le plus d'énergie. C'est bien que tu le dises. Voilà, pour les gens qui auraient envie de s'engager à la BSPP et
dans une équipe Sino, tu fais bien de le rappeler. Et je suis persuadé que c'est valable dans toutes les spécialités où on travaille avec du vivant. Là, Oui. on parle de chiens et ça pourrait être dans le mushing, l'agility ou n'importe Bien quelle sûr. compétition ou discipline. Mais si je prends mes homologues cavaliers, par exemple, je Oui. pense que quand ils montent à cheval, ils se posent les mêmes questions. C'est travailler avec du vivant. En fait, c'est ça. Et là, du coup, c'est ce que tu as très justement dit, métier passion. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut être passionné. Hein, Tout à fait. Ouais. c'est ça. Et tu pourrais nous dire, nous partager la leçon la plus importante que tu as apprise en tant que conducteur sino technique. Il y a une leçon que tu as apprise? Oui, je pourrais te dire. Alors, ça peut paraître philosophique, mais je pense que quand on est maître chien dans n'importe quelle spécialité, il faut savoir d'où on vient, mais aussi d'où on revient. C'est-à-dire, tu peux expliquer? C'est-à-dire que tu vois, toute cette introspection, cette remise en cause, cette difficulté qu'on peut avoir, on est toujours en train de se remettre en cause et essayer de trouver quelque chose en vue de aller se perfectionner, être compétent, et on a souvent tendance à oublier ce qu'on a fait pour en arriver là. Et les gens, quand ils voient un chien, ah c'est beau, il vous obéit, vous avez beaucoup de rappels, ah c'est beau ce que vous faites, oui, mais c'est pas le point d'arrivée qui compte, c'est le chemin pour y parvenir. Et au final, il faut toujours se souvenir de, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que le chien a donné, qu'est-ce qui s'est créé dans cet univers de groupe, de cadre, avec des gens qui se sont jetés dans le trou, Ouais. qui ont passé des heures sous la pluie pour travailler 5 minutes avec mon chien Ouais. et réussir à, faut savoir d'où on vient. Ouais. Oui, parce que vous avez quand même cette image de héros, hein. Il faut le dire, Hugo. Oui, le sapeur-pompier a cette image de héros, ou en tout cas de dernier homme et dernière femme qui puisse aller sur le terrain, et là, nous formons des derniers chiens. Oui, mais et avec les chiens, est-ce qu'il y a une perception des gens qui est un peu différente? Oui. Tu le sens, ça? Oui, je le sens déjà. Alors pour deux choses, c'est que moi j'ai une perception des gens différente parce que je vois les gens comment ils interagissent avec mon chien, ce qui fait que moi j'ai berger malinois, berger belge et un berger hollandais, des chiens assez costauds, assez imposants avec les oreilles droites qui font peur. Et quand je suis dans la rue et que je suis pas en pompier, les gens me voient, j'ai les cheveux courts et j'ai un chien qui fait peur, ils ont peur. Sauf que quand je suis habillé en pompier, ils ont pas peur. Ils n'ont pas la même perception alors que c'est le même chien. C'est le même chien et c'est le même homme. Voilà. Et donc c'est là où on vous dit l'habit fait pas le moine, oui, mais là pour le coup, l'uniforme fait le maître chien. Ouais, donc voilà. Donc ça, j'ai une vision différente des gens et les gens ont une vision différente de moi. C'est ça. De toi et du chien. Et du chien. Et d'ailleurs, dans ton équipe sino, tu n'as que malinois, berger belge malinois et hollandais, ou tu as d'autres races? Alors on a d'autres races. Le berger belge malinois reste quand même un chien très polyvalent, très endurant. Majoritairement. Et ce qui fait que majoritairement il est dans tous les groupes, et donc j'en ai beaucoup. Ensuite, j'ai un berger hollandais, j'ai un berger labrador. Donc, j'ai des bergers malinois, un berger hollandais, j'ai un labrador de retriever. Nous avions des border collies qui n'ont pu parce qu'ils ont fini leur carrière chez les pompiers de Paris. Nous avons du berger belge Tervuren, du berger belge Kronendal. Ouais, alors tout ça, ce sont des cousins du malinois. Enfin, en tout cas, ils font partie donc majoritairement du berger belge. Voilà, du berger belge et des bergers allemands. Berger allemand, voilà. Et labrador. Et un labrador, voilà. De lignée de travail, voilà. Par contre, on reste dans la lignée de travail, c'est ce que je te disais tout à l'heure, avec ces trois qualités, un chien courageux, un chien amoureux de l'homme et un chien qui est joueur. Et on se base toujours sur des lignées de travail ou des chiens qui ont un certain potentiel à travailler. D'accord. Mais et alors, si tu pouvais nous parler plus particulièrement de Ramsès, tu peux nous dire un peu, nous raconter son histoire, comment est-ce que tu l'as rencontré? Oui, donc Ramsès, c'est un berger hollandais qui a aujourd'hui 4 ans. Il est issu d'un élevage où cet élevage-là est un élevage de travail et mon parrain pompier, Sofiane, qui m'a guidé vers cet élevage-là. C'est un élevage de confiance avec des gens qui sont devenus des amis depuis, David et Marlène, et qui ont fait l'une de leurs premières portées de berger hollandais et m'ont confié Ramsès, qui m'ont laissé le choix de porter. Et ça, c'était un moment vraiment magique parce que j'ai vraiment eu cette capacité de venir plusieurs fois chez eux, de tester les chiens. Oui, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît pas. Ils sont venus à la caserne, ils ont vu l'environnement et aujourd'hui David et Marlène sont devenus des amis et on a travaillé Ramsès ensemble.
ensemble parce qu'eux sont dans le chien aussi sur des recherches de matière inerte, des choses comme ça. Et D'accord. ce qui fait Ils que connaissent bien quand même le chien de travail. voilà, du ils coup. connaissent très bien le chien de travail. Ouais. Ils m'ont donné d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Ils ont travaillé Ramsès dans la recherche de victimes Voilà. aussi. Dans cette direction. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, j'ai leur bébé chien qui travaille chez les pompiers de Paris et la petite fierté qu'ils ont eue Bah, de bien le voir sûr. défiler sur les Champs-Élysées il y a 2 Ah, ans. tu as défilé Oui, sur les c'est ça. Champs-Élysées avec Ramsès Avec Ramsès, oui. lors du 14 juillet? Oui, 14 juillet 2023, c'est ça. Ah, excellent. Ouais, c'est tout récent. C'est ça. Mais voilà, donc c'est comme ça que s'est faite la rencontre avec Ramsès. C'est ça. D'accord. Et tu pourrais nous dire quelles sont les différences les plus marquantes entre le fait de travailler avec Ramsès, ton chien actuellement en activité berger hollandais, et ta chienne retraitée Isis, berger belge malinois. Est-ce qu'il y a des différences de travail entre les deux? Oui, des grosses différences de travail et ça a été d'ailleurs très difficile pour moi de me remettre au niveau du chiot, de me remettre à un niveau d'un autre chien qui n'est plus Isis et ça a été une phase de ma vie assez importante. Et Cette tu peux remise en nous cause. expliquer, par exemple, les différences marquantes entre les deux chiens? Alors déjà, c'est pas le même sexe. Isis c'est Ouais. une femelle, Ramsès c'est un Oui. mâle. On ne fait pas de généralité, mais il y a quand même des différences de comportement. Ah ouais? Ensuite, oui, moi j'ai vu des différences de comportement à l'instar de mes chiens du groupe. Hein. Oui, J'ai des d'accord. femelles dans le groupe et on voit vraiment des différences de comportement. Mais alors, tu peux nous expliquer mieux, moins bien? Ouais. Non, différents. Il y D'accord. avait pas de point C'est pas positif, point négatif. D'accord, Non, non, c'est différent, c'est pas mieux ou moins bien. non, c'est complètement différent. D'accord. Le moins bien, ça a été moi, hein, parce que comme Ouais. toujours, hein, c'est l'homme qui se met pas, Ouais. enfin l'humain qui se met pas le conducteur. à niveau. D'accord. Donc la différence de sexe, la différence de race, donc d'un berger belge à un berger Ah, hollandais, qui qui sont cousins, qui sont néanmoins, cousins mais- et qui sont quand même très similaires. Hein. Ouais, Je veux dire, d'accord. il y a des différences. Mm. Et encore, moi, je connais qu'un spécimen de chaque race, donc je fais Ouais. une comparaison très très hasardeuse. Mais Ouais. il y a quand même des différences. Et la grosse différence qu'il y a eu, c'est aussi qu'Isis, elle m'a été affectée, elle avait 18 mois. Oui. Ramsès, je l'ai eu, il avait 3 mois. Ouais, tout Donc petit. la différence de comportement a été différente dès le jeune âge. L'approche, de toute façon, l'approche a été différente. C'est ça. Donc si Ouais. je devais donner des comportements un peu en conclusion de Ouais. chacun des deux chiens, je dirais que mon berger belge, Isis, était une chienne très indépendante, très sûre d'elle, confiance en elle et qui était en capacité de se dépasser jusqu'à trop. D'accord, totalement. Totalement. Elle se donnait totalement. Elle se donnait totalement Ouais. et ce qui fait que des fois je suis obligé de peut-être la freiner un petit peu et la préserver parce que elle a pu se mettre des fois dans des Ouais. situations un peu dangereuses. Ramsès, je dirais que c'est un chien qui est beaucoup plus dans le binôme, je le vois, il est beaucoup plus connecté avec moi, il est beaucoup plus demandeur Ton soutien? de mon soutien. Ouais. Par contre, seulement pour le guider. Une fois qu'il a trouvé la réponse, Il y va. Il y va et ça c'est quelque chose que j'adore vraiment, c'est que il fait vraiment cette différence de j'ai besoin de papa, j'ai pas besoin de papa. Et c'est une relation qui est complètement différente. C'est magnifique hein, de les voir travailler. Oui. Tu Et de aimes ça? switcher d'un à l'autre. Ça m'est arrivé au tout début de Ramsès Eh de oui. switcher de Isis qui était complètement indépendante et de switcher avec Ramsès qui lui était dans la demande. Eh ouais, mais tu arrives à t'adapter. Il faut. Et tu pourrais nous donner, par exemple, les 3 adjectifs qui caractérisent le plus Ramsès. Tu seras en mesure? Oui, je pourrais, ouais. Ramsès, c'est un pot de colle. Ah, ça, c'est le premier adjectif. Voilà, ça, Pascal. c'est un pot de colle. Quand je suis à la maison, il est à côté de moi. Voilà. C'est simple, Donc, j'ai si pas... on te cherche, on a Ramsès. Si on cherche Ramsès, on t'a toi. Voilà, c'est ça. D'accord. Par contre, la deuxième qualité qu'il a, c'est qu'il a énormément de détachement. Et ça, c'est une qualité dans mon travail. C'est Ce qui est étonnant un petit peu, ça paraît paradoxal. C'est ça. C'est que quand je me promène en forêt avec lui et qu'on est en balade et que je suis vraiment en promenade, il est avec moi, j'ai pas besoin de le chercher. Par contre, si je lui mets le harnais et le grelot, Eh ouais. il sait ce qu'il a à faire. Et ça, ce détachement-là, c'est une qualité dans notre travail, c'est qu'il sait ce qu'il a à faire et on travaille de pair, ensemble. Et Alors qu'il est pot de colle, mais il arrive à avoir un détachement. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et la troisième, je dirais que c'est un chien qui est courageux. C'est que de par ma profession, mais aussi ma vie privée, on a des activités qui des fois peuvent dépasser le confort. On sort un peu de notre zone de confort, que ce soit en randonnée, que ce soit en ski, que ce soit en travail, que ce soit dans des pratiques, voilà. Et ce qui fait que aujourd'hui, je sais que Ramsès, je peux l'emmener au bout du monde parce qu'il me suivra toujours. Il a confiance en moi, il a énormément de courage. Et il a du cœur. Il a du cœur. Ça, Il a du cœur. Oui. Mais justement, comment est-ce que tu fais pour le garder motivé et enthousiaste comme ça tout le temps? Sur le long terme, comment Parce que ça se passe? Je pense parce que j'ai confiance en lui.
Je pense qu'il il ressent la confiance que je peux avoir en lui, Et du coup, il donne tout? il donne tout. C'est un chien qui donnerait corps et âme pour moi. Ouais. Et j'ai confiance en lui, et même si des fois je suis pas content, je me fâche parce qu'il me fait n'importe Oui, quoi, ça arrive. ça arrive, il a confiance en moi, j'essaye d'être le plus juste possible. Et donc je pense que la justesse Oui, permet ça, d'emmener un chien n'importe où. ouais, d'être cohérent, d'être C'est ça. juste. Oui, tout à fait. Ah ouais, tu crois que ça passe par ça? Moi, c'est avec Dans Ramsès, ce cas? voilà, avec Ramsès, c'est ce que je ressens. Ouais. Isis, tu m'aurais posé la question sur Isis, tu Oui. vois, je te dirais que elle, je pourrais l'emmener parce que j'aurais plus du mal, moi, à la suivre. Il faudrait Ouais. justement que ce soit moi La qui la suive. freiner. Voilà, la Eh oui, freiner. c'est ce que tu Et c'est que disais tout à Isis, l'heure. elle a des limites qui sont des limites imposées. C'est moi qui lui impose. Et au final, les limites, il a fallu aussi que je sois dans la Eh justice. oui. Et Ramsès, on irait au bout du monde ensemble. Voilà, parce qu'il t'aime. Enfin, t'es son humain, c'est ça? C'est T'es ça, on a une connexion. Ouais, On a une vraiment- vraie ouais, connexion. c'est ça, ouais. Un Avec vrai Isis, lien. Un vrai lien. un vrai Oui, lien. Avec Isis, bien j'étais sûr. connecté, attention, Bien hein, sûr, j'étais bien pas, sûr. voilà. Oui, mais c'est encore différent. De toute façon, chaque relation avec chaque chien est différente. C'est Tu ça, ne peux parce que là, pas. on parle de différence de chien que j'ai Ouais, pu avoir, mais il y a ouais, différence d'humain. C'est que oui, l'humain que je suis aujourd'hui n'est pas l'humain qui était tu as il raison. y a 10 ans. Ouais, tu as raison de le préciser. Mais et malgré tout, est-ce que ça arrive que parfois Ramsès, je parle de Ramsès parce que c'est ton chien en activité là, soit un peu moins performant ou fatigué? Et ça arrive? Et comment est-ce que tu le gères? Ça arrive Ah parce ouais? que le chien, il a ses fatigues en fonction de la journée qu'il a passée, en fonction des semaines qu'il a passées. Il a ses humeurs, je dirais pas ses humeurs, parce qu'il est dans les instants présents, je dirais plus ses émotions. C'est que des fois, il va peut-être être plus dur à gérer, il va peut-être être plus souple des fois, et au final, on va réussir à l'emmener quand même au même endroit, et c'est juste moi qui va réussir à devoir accepter comment il est et réussir à l'emmener, et juste des fois, me dire, ok, c'était pas pour aujourd'hui. Oui, ça arrive. Ça arrive. Alors, je vais dire c'est humain, mais c'est chien aussi. C'est Il y a des exactement ça. jours comme ça où on peut dire un jour sans. C'est un jour sans. La Mm. seule complexité que nous avons dans notre métier, et c'est là où on en revient à la question, c'est quels sont les moments les plus durs, Eh oui. c'est que quand je pars en intervention, il y a T'as pas le droit. j'ai pas le droit d'avoir Ah, un jour sans. ouais, ah, voilà. Et T'as lui pas non le droit plus. d'avoir un jour sans. C'est ça. Ouais. On n'a pas le droit. Donc, autant je peux l'accepter Mm. sur entraînement, je peux l'accepter Oui. sur la vie de tous les jours, mais par contre, quand on est en intervention, il n'y a pas de jour sans. Mais ça arrive alors, comment tu le gères? Ça doit pas arriver. Ah, ça doit Ça pas doit pas arriver. Et c'est là où... C'est à toi de te remettre là en question et amener le chien à dépasser, c'est ça? Exactement. Et c'est là où on a cet adage entraînement difficile, guerre facile. C'est ça. C'est que le chien, on le met toujours dans des conditions qui sont très difficiles, dans le respect du bien-être animal, Bien mais sûr. toujours dans des conditions les plus difficiles possibles pour que le jour où on est dans un jour sans, on réussisse la mission quand même. D'accord, c'est très très beau ça, ce que tu dis. Ah ouais, je comprends. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et tu pourrais nous dire le meilleur souvenir que tu as avec Ramsès? T'arrives à sortir un souvenir énorme? L'un de mes plus beaux souvenirs avec Ramsès, je t'en parlais tout à l'heure un petit peu, c'était le défilé du 14 juillet 2023. Ah oui. C'est une préparation qui est assez difficile parce que pendant 2-3 semaines, nous répétons ces défilés militaires qui est très cadré, où on n'a pas le droit à l'erreur et à l'improvisation. Ça a été un investissement de tous les jours à se lever très tôt. Il faisait chaud en plus, donc une gestion du chien où il a fallu réussir à gérer la température du béton, il a fallu réussir à gérer l'hydratation, se mettre à l'ombre et tout ça. Et moi, l'un des plus beaux souvenirs que j'ai avec Ramsès, c'est de me retrouver sur les Champs-Élysées avec mes collègues sapeurs-pompiers. On devait être, je sais plus combien nous sommes dans le cortège, 60 ou 80 personnes peut-être, et de se mettre dans les Champs-Élysées, près à, et entendre la patrouille de France qui arrive derrière pour mettre le bleu, blanc, rouge avec les fumigènes, et de voir ce reflet dans le casque de la patrouille de France passer au-dessus, Ramsès qui regarde parce qu'il savait pas ce que c'était, et ça me donne des frissons. voilà, moi aussi, Ouais. et du coup de cette phrase-là, de me dire ok, d'où je viens, d'où je reviens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que nous avons fait. Là, je suis en train de fouler les Champs-Élysées, qui est un symbole national lors de la fête nationale de France, avec mon chien, Ça, pour vivre c'était un moment très, qui est très unique. fort. Voilà. Et moi, la patrouille de France, c'est un moment que j'ai vécu 2 fois. Une fois avec Isis et une fois avec Ramsès. Et donc, j'ai eu cette petite pensée pour Isis. C'était l'année de sa mise à la retraite, et de me dire, ok, voilà. Ah, c'était beau comme une boucle un peu qui C'est ça. est bouclée. C'est Enfin, avec mais bon, c'est pas fini puisque tu souhaites rester encore Oui, au sein. oui, j'ai encore des années à faire. Oui, T'as oui. encore des années à faire, Mm. peut-être avec d'autres chiens. Mais là, ça a été un moment particulièrement fort. Voilà, pour moi, ça a été particulièrement symbolique. fort. Et symbolique, Mm. et de préparation, et voilà, d'avoir cette phrase et de voir en avant la place de la Concorde, de se dire, ok, d'où je viens, où est-ce que je vais. Ouais. Vous étiez combien en sino? 4. Ah oui, Nous c'est étions très 4. peu. Oui.
4, donc de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ouais. et après j'ai mes homologues du 132e BCAT. Oui, ou, mais des alors unités là, je civiles. ne sais pas ce que c'est. Le 132e bataillon cynotechnique de l'armée de terre. Ah d'accord, Voilà, ok. donc D'accord. mes collègues Ouais. qui sont Mais habillés vous n'étiez que 4. des pompiers de Paris, oui. Et les chiens se sont très bien Ça s'est comportés. très bien passé. Les conducteurs aussi? Aussi, oui. Bon, oui. c'est bien. Les Oui. deux bons binômes C'est ça. qui ont bien reflété la BSPP, C'est ça. Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'est ça. Vous étiez à la hauteur. Oui. Super. Bon, ben c'est très bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par contre, tu vois, en parlant de Ramsès, où sur une mission, il est dû improviser et qu'il t'ait surpris? Alors sur une mission, je dirais Ou lors d'un non. entraînement, hein? Oui, lors d'entraînement. Alors lors d'une mission, non, parce que on n'a pas de place à la surprise, à l'improvisation. D'accord. C'est tout est cadré et j'ai pas fait d'intervention avec Ramsès qui m'a permis de retrouver une victime à ce jour. D'accord. Donc potentiellement, je dirais que tout ce qui s'est passé a toujours été très contrôlé. Il n'y avait D'accord. pas de place à la surprise. Par contre, aujourd'hui, avec Ramsès qui est breveté depuis maintenant quasiment 2 ans, il s'avère que des fois, j'ai certains de mes collègues qui me mettent des exercices plutôt complexes, notamment le pistage que nous sommes en train Eh oui. de Préparer, préparer en ouais. ce moment. Et c'est vrai que des fois, la complexité de l'exercice fait que je suis très satisfait de mon chien, de me dire, ok, j'avais confiance en lui, et là, il a Il dépassé l'a l'entendement. dépassé. Oui, c'est ça. Alors donc, il t'a surpris. Oui, Ouais, dans oui, le bon sens. c'est ça. Mais le chien, il n'y a pas la place pour l'improvisation. Pas sur intervention. Pas Sur intervention, on a des procédures, on a des façons de faire, des process, un compte rendu par voie hiérarchique qui laisse pas la place à l'improvisation. Mais pour le chien comme pour toi, j'imagine. Exactement. Ouais, Oui. pour le conducteur, c'est la même chose. Oui, tout à fait. On n'improvise pas, Non. donc effectivement. D'accord. Tu pourrais donner des conseils, éventuellement, Hugo, à quelqu'un à une personne qui souhaiterait devenir conducteur cyno chez les pompiers et au sein de la BSPP, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris? De savoir où est-ce qu'il met les pieds, de s'investir dans une spécialité où on travaille avec du vivant. C'est pas rien, comme on a parlé pendant le podcast, c'est quelque chose de très important, mais aussi de pas se renfermer dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Le chien, il y en a des centaines en France qui sont formés à la recherche de victimes, qui sont formés à la recherche de personnes, à la recherche de matières inertes, à la recherche de maladies, dans le sport, dans la compétition, et qu'au final, ma spécialité, c'est la plus belle parce que c'est la mienne. Ouais. Mais c'en est une parmi d'autres. C'est ça que tu veux dire? C'est exactement ça. Donc autant pour ceux d'aujourd'hui, mais ceux de demain, c'est de s'investir dans d'autres spécialités, d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher ce qui leur correspond et de faire un puzzle la formation de leur chien et de leur vision du chien. Ça serait le conseil que tu donnerais, d'être donc ouvert d'esprit et voir un peu tout le panel, c'est ça? C'est exactement ça. Tout le panel, tout l'éventail qu'il aurait offert, en fait. C'est exactement ça. Et de s'investir dans sa spécialité dans laquelle il veut travailler. Et donc, dans la mienne, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les stagiaires que je vais avoir, c'est le discours que je vais leur tenir. Je vais leur dire, vous mettez les pieds dans quelque chose qui est sûrement plus grand que vous. Eh oui, d'accord. Ouais, tu les préviens bien. C'est ça. D'accord. Mais il y a des ressources, je ne sais pas moi, des films, des livres, des formations que tu pourrais recommander ou pas, ou ça n'existe pas, pour en apprendre plus sur ce métier? Si, on peut toujours en apprendre plus. Donc, le service communication de l'armée de terre, la préfecture de police, des sapeurs-pompiers font des ouvrages, des revues, des podcasts, des vidéos sur les réseaux sociaux, et donc on peut vraiment s'en inspirer par rapport à ça, par rapport à la communication en sens large. Je dirais que dans le chien, et comme dans tout métier animalier, on n'apprend pas dans les livres. On peut peut-être s'informer, mais on ne sait pas dans les livres qu'on apprend, c'est en travaillant dans le chien et passer la main dans le poil, c'est comme ça qu'on apprend vraiment le chien. Mais après, oui, il existe des ouvrages. J'ai un ouvrage sur le groupement des appuyés de secours qui a été écrit il y a quelques années pour fêter les 10 ans du GAS, où il y a tout le groupement des appuyés de secours. Ah, d'accord. Le livre a été créé et justement, il y a différentes explications, mais c'est plus de l'information. Pour apprendre, pour moi, il n'y a rien de mieux que de travailler le chien. Oui, mais c'est très compliqué parce que j'imagine, alors là, tu as employé le mot stagiaire pour les gens que tu vas sélectionner, mais pour des jeunes qui se disent, tiens, j'aimerais devenir pompier au sein de la BSPP, on peut pas venir en stage, on peut pas observer, ça n'existe pas, ça. Alors, il existe des stages de 3e, les stages professionnalisants. Ça existe, oui, bien sûr. On a alors moi, les maîtres chiens, non, mais j'ai des stages de 3e qui existent, qui font le tour des casernes et qui passent par les maîtres chiens, qui nous voient à ce moment-là. Ensuite, donc c'est possible. Oui, c'est possible, selon un process fait par la voie du recrutement. Ensuite, le service du recrutement à la BSPP fonctionne très très bien. Sur le site internet
internet des pompiers de Paris. Tout est indiqué. Tout est indiqué. Il y a des onglets qui expliquent je veux devenir pompier, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les cursus, quelles sont les conditions, les prérequis, l'âge, la santé et tout ça. Se rapprocher aussi des centres de recrutement de l'armée de terre, parce que on passe d'abord par l'armée de terre pour être recruté chez les pompiers de Paris. Et après, si on souhaite devenir maître chien, donc il y a tout ce qui est sur les réseaux qui existent encore aujourd'hui et certainement plusieurs revues, mais c'est une fois rentré pompier de Paris, c'est de se rapprocher du groupe cynotechnique et de nous contacter directement en voie interne uniquement pour découvrir notre spécialité. Ouais. Alors tu parlais de voie interne, je crois que la BSPP pour le coup vous donne l'opportunité de progression. En interne. Oui, tu peux expliquer ça? C'est très... Oui, la BSPP, donc chez les maîtres chiens, mais chez tous les pompiers de Paris, via l'armée de terre, nous avons un véritable ascenseur social qui s'apparente plus à un escalier. Nous avons des marches à gravir avec des concours qui fait que si je prends mon cursus, moi je suis rentré simple sapeur, exécutant, et j'ai décidé de monter en grade, de monter en fonction, monter en responsabilité, ce qui fait que 15 ans après, je suis devenu chef de groupe cynotechnique et potentiellement avec une qualification de chef d'une caserne. Et cet ascenseur social, donc cet escalier social, est une vraie force à la BSPP. Oui, une vraie force, et vraiment on le favorise. A priori, la BSPP vraiment favorise ça. On le favorise, on le soutient parce que c'est la formation de nos chefs se fait par les subordonnés. Nos chefs sont les subordonnés d'hier. Attends, tu peux réexpliquer? Par exemple, le chef que je suis aujourd'hui est le subordonné d'hier. Mes chefs ont eu confiance en moi et m'ont poussé vers le haut pour devenir le chef que je suis aujourd'hui. Donc, c'est bien. Donc une certaine humilité aussi que vous gardez. Complètement. Malgré votre statut de héros, vous restez humble malgré tout. Oui, il faut. Il faut le garder. Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. C'est super. Mais écoute, je pourrais vraiment passer encore des heures à t'écouter parler de ton joli métier. Mais toute bonne chose ayant une fin, nous allons devoir terminer cette interview. Donc, avant de conclure, cependant, Hugo, j'aimerais te demander 2 choses, s'il te plaît. Est-ce que tu as un modèle ou une personne qui t'inspire, que ce soit dans ton domaine ou pas? Oui, j'ai une personne qui m'inspire, qui est un collègue que j'ai rencontré quand j'étais tout jeune sapeur-pompier volontaire, Sylvain. Sylvain est décédé sur intervention le 19 novembre 2010 et c'est dur, ça, ça fait partie des risques, et Sylvain est quelqu'un qui m'a toujours guidé pour aller vers le haut et toujours ce devoir de mémoire, et quand je me souviendrai toujours quand je suis arrivé dans son bureau dans cette petite caserne de Normandie et que j'ai dit que je voulais devenir maître chien et qu'il m'a dit OK, viens, je t'emmène, et voilà, j'ai toujours toujours cette petite pensée pour lui, et il a été pompier de Paris lui aussi, et donc on a une pensée très particulière pour Sylvain. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord, c'est chouette. Et souhaites-tu partager des informations aux auditeurs que nous n'avons pas encore abordées? De toujours croire en son chien. Toujours croire en son chien, parce que lui donnera toujours le meilleur de lui-même, et lui n'a jamais de doute. Si nous, on est en capacité de douter de lui, il n'a jamais de doute. Ah, c'est beau. C'est la phrase de conclusion, c'est magnifique. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir partagé ta passion et ton expérience avec nous aujourd'hui. Le lien que tu entretiens avec tes chiens, que ce soit Isis qui est retraité ou Ramsès, ta détermination également et ton parcours sont vraiment inspirants. Et grâce à toi, nous en savons maintenant beaucoup plus sur le métier de conducteur cynotechnique au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Merci pour ton temps, Hugo. Je te souhaite le meilleur à venir. Merci, Cécile. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis. Et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.